Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ah, pardon. Ah, voilà. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la 4e saison d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice et pour finir les adaptations que nous avons trouvées. Exceptionnellement pas d'invité pour cet épisode, en effet nous devions recevoir Juliette, qui avait déjà participé à La Mort dans les nuages, mais malheureusement elle n'a pas pu se joindre à nous, on pense très fort à elle. Et c'est donc parti pour un épisode en tête-à-tête. Youhou! Cache ta joie. Moi j'aime bien avoir des invités, moi. Mais... Bah oui, va falloir faire sans, ou alors on demande à nos enfants, mais ou au chat. Ça va être compliqué. Le chat s'invite déjà. Tu fais super bien le chat. T'as vu ça? C'est mal parti. On va donc passer directement à la présentation générale de l'œuvre, parce qu'on n'a pas d'invité à présenter. Non, c'est clair. C'est parti. C'est parti. Reni Senb, une jeune veuve de l'Égypte antique, retourne dans sa famille avec sa fille après la mort de son mari. Elle y retrouve le rythme de vie qu'elle a toujours connu, jusqu'à ce que son père, Imhotep, revienne du Nord avec une nouvelle concubine. L'arrivée dans la famille de Nofret, extrêmement belle jeune femme qui mène son monde du bout du nez, son monde par le bout du nez, va bouleverser l'équilibre de cette famille jusque-là sereine. Le titre original était Death Come as the End, donc nous c'est La mort n'est pas une fin, alors que pour la version anglophone c'est La mort vient comme la fin. Donc je sais pas s'il y a une nuance entre les deux, ou est-ce que dans les deux sens ça veut dire qu'il y a une vie après et que c'est pas parce qu'il y a la mort qu'on... En tout cas, la mort est au centre du roman, et on parle beaucoup des rites, etc. Donc, et puis je pense que ça doit être, enfin, on va spoiler un tout petit peu, mais ça doit être un des romans de Christie les plus meurtriers, je pense, parce que là, avec Ils étaient 10, ouais, je pense. Ça dépote quand même. Au niveau du nombre, j'ai vu quelques articles qui disaient que c'était pas loin de Ils étaient 10. Ouais. Dans le top 5. Attends, on arrive à combien? Je suis en train d'essayer de compter. On est au 41e, je crois. Non, je compte le nombre de morts. Ah. Pas 41 morts dans tout cas, non. Le nombre de coupables, le record, c'était dans le Crime d'Orient Express. Ouais, ils étaient 10 quand même, ils sont 10 à mourir. Mm. Et là, 5, c'est ça? Je crois, c'est déjà pas mal. On verra. Ouais. Alors, c'est un livre qui a été publié en octobre 1944 aux USA chez Dodman & Company et en mars 1945 aux éditions de Collins Crime Club au Royaume-Uni. Il est sorti en France en 1955 à la librairie des Champs-Élysées, c'est le 511 de la collection du Masque. En termes de pages, encore une fois, un gros décalage entre la version américaine et la version britannique, enfin la version états-unienne et la version britannique, 223 pages aux USA et 160 pages au Royaume-Uni. Encore une fois, je pense que c'est une question d'économie de guerre et d'économie de papier, puisque c'était une ressource rare pendant la Seconde Guerre mondiale. L'édition française originale fait 255 pages. L'intégrale du Masque en fait 210, et en poche, on est sur environ 250. Donc ça reste quand même un des romans les plus conséquents d'Agatha Christie en termes de pages. Pour ceux qu'on a lu jusque-là. Là, c'est quand même assez loin d'un Stephen King. Oui, choses comme ça. Évidemment, si tu compares au Fléau ou à ça, forcément... En ça va être long. En audiobook, il fait 7h11 en VO qu'on peut trouver sur Audible. C'est lu par Emilia Fox, qui est une actrice qui a joué dans diverses séries, beaucoup de second rôles et qui a une voix très agréable. Et il est lu par une voix de synthèse à la BNFA pour une durée de 7h45.
J'ai essayé d'écouter cette voix, mais il faut avoir créé un compte et j'ai pas d'intérêt à avoir un compte sur la BNFA. Donc... Voilà, je ne l'ai pas fait. Si quelqu'un parmi vous a déjà pu écouter les romans lus par une voix de synthèse de la bibliothèque francophone, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te vois rire tout seul. Je ris pas tout seul. Tu ris tout seul avec ton esprit. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais laisse-moi tranquille. Au niveau de la traduction, l'édition de 1949 a été traduite par Michel Lehouby, encore une fois, je pense que ça va être le traducteur attitré. Et la nouvelle traduction en 1994 a été faite par Marie-France Franck, qui est une nouvelle traductrice. Je ne l'avais pas encore croisée dans nos intégrales. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des paramètres du livre. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, des questions, des remarques. Non. Rien du tout, tout va bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Avant de faire le résumé complet, j'ai une mini séquence pour toi. Oh là. J'ai fait un mini quiz. Oh là. T'as essayé de changer un peu vu qu'il n'y a pas d'invité? Bah voilà, écoute, bien, ok, on y va. Changer un petit peu. Alors, c'est le premier, je me suis dit, j'ai fait 5 questions, comme ça dure pas trop longtemps. C'est bien. Et puis... c'est une bonne idée. Bah écoute, on verra. Donc tu veux que je te pose C'était pour ça que tu riais tout seul, alors. Tu veux que je te pose la question maintenant ou on attend la fin du résumé? Après, si... Maintenant. Ouais, c'est mieux. Si tu l'as prévu maintenant, on le fait maintenant. Yes. Donc ça je suis prête. Ça va normalement de la... Stéphanie de Monaco. En plus, ouais, je connais ton côté compétiteur. Donc c'est de la... Normalement, ça se veut de la plus simple à la plus difficile, mais on verra. Question 1. Près de quelle grande ville se passe l'action du roman? Thèbes. Ouais. Bon, je sais que on en a parlé cet après-midi. On en a parlé. Voilà, c'était pour se mettre en bouche. N'hésitez pas à jouer aussi chez vous, bien entendu. Question 2. Quel est le nom de famille d'Imhotep? Imhotep. Merde. Mais j'ai écouté en anglais, donc je suis pas sûre d'avoir bien mémorisé le truc, quoi, parce qu'au moment, je sais pas. Alors. Imhotep, prêtre de rat. Je pense, en tout cas, je n'ai pas l'information, je pense que c'est une question piège, parce qu'à mon avis, il n'avait pas de nom de famille. Pourquoi tu me poses la question, alors? Bah, j'ai le droit de faire des questions pièges, du coup. Bah ouais, pas dans les questions faciles. Bah si. Mais t'as dit que c'était facile. Bah alors, c'est facile, un piège. Attends, je regarde si j'ai... Attends, je regarde. Un piège grossier comme ça. Imhotep. Il s'appelle Imhotep. Voilà. C'est pas Imhotep Dupont. Non, c'est Imhotep. Voilà. Donc voilà, c'était un piège. Et du coup, déjà, tu peux plus faire le sans faute. Bah en même temps, tu mets des pièges. On tatoue. Tu m'as pas dit qu'il y aurait des pièges. Ah bah non, c'est le but. Question 3. Ouais. Quel est le nom de la petite fille de Kate? De Kate. Hank. Hank. Ça, je sais, on en a parlé aussi il y a 2 semaines. Ouais. Dis pas tout. Bah ouais, mais... Je mettrai un petit jingle après pour laisser aux gens le temps de chercher. Voilà. Question 4. Quel animal Ori a-t-il réparé pour Rénicem quand elle était petite? Ah putain, ça... C'est pas un cheval? Non, ils ont pas de cheval. Si, ils avaient des chevaux. C'était un chat, non? Moi, j'ai noté un lion. Ça m'a pas marqué dans l'histoire. Il me semble que c'est un lion. T'as fallu que je fasse vachement plus attention quand j'ai écouté. Bah, on verra. Après, si les auditeurs disent ton questionnaire il est nul, j'en ferai plus. On verra. Et question 5, donc censée être la plus compliquée, peut-être que nos auditeurs l'auront. Quelle était la charge du grand-père maternel de Yarmoz? Mais il était pas intendant de quelque chose? Alors, c'est un peu ça, c'est plus élevé que ça.
Donc, c'est un nom très particulier. Pour le coup, c'est pour ça que c'est la question difficile. D'accord. C'est parce que c'est un nom, pour le coup, que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu ailleurs. Si je l'ai entendu en anglais, j'ai peut-être pas... Alors, le nom qui est employé en français, c'est Nomarque. Ça me dit vaguement quelque chose, mais... Et donc, si j'ai bien compris les explications qui sont fournies en note du bouquin, c'est en gros l'équivalent de gouverneur de province, plus ou moins. D'accord. Et donc, ils ont une très forte, un pouvoir très fort. D'ailleurs, ils expliquent qu'à un moment, les nomarques avaient un tel pouvoir que les pharaons servaient quasiment plus à rien, parce que chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Mm-hmm. Et que donc, c'est un des facteurs qui aurait à un moment poussé à la séparation de l'Égypte. Entre la Haute et Basse Égypte. Cette réunification du pouvoir, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui est abordé dans le roman. Ouais. Donc voilà, petit questionnaire. C'est cool. Écoute, voilà. Ça a mis en lumière le fait que j'ai pas tout retenu. Bah après, il y a énormément de choses. Il est riche quand même, ce bouquin là-dessus, ouais. Voilà, et le but, c'est pas de jeter l'opprobre sur tes capacités. J'espère bien. Mais voilà, c'est juste un petit divertissement comme ça. C'est bien. On peut passer à la suite. On pourra recommencer. N'est-ce pas? Vous en pensez quoi, chers auditeurs? On passe à la suite, on passe au résumé complet? Ouais. Alors, attention, si vous n'avez pas lu le livre et ne souhaitez pas être divulgaché, faites pause, filez le lire avant de reprendre votre écoute, parce que là, dans le résumé, on va tout vous dire. Et je me gênerai pas pour interrompre Greg si besoin, si j'ai des questions ou s'il oublie des choses. Nous sommes en Égypte, à Thèbes, en 2000 avant Jésus-Christ. Et donc, à chaque fois, il y a un numéro de chapitre, et il y a également une date qui est donnée, donc dans le calendrier égyptien qui est présenté avec donc le mois et le jour. Alors ça, je peux expliquer. Le calendrier égyptien était séparé en 3 quadrimestres, plus 5 jours. Parce que c'était 4 fois 30 jours, et 5 jours pour équilibrer l'année complète. Et ça démarrait début juillet, avant la crue du Nil. C'est pas trop mal fait encore, hein. C'est relativement logique. On y va ? Vas-y. Chapitre 1, 2e mois de l'inondation, 20e jour. La belle Renisemb, ça va être dur à dire. Renisemb, fille d'Imhotep, prêtre du Ka, réintègre le foyer familial en compagnie de sa fille Téti, suite à la mort récente de son mari Kay. Elle retrouve les siens tels qu'elle les a connus. Ses frères Sobek, cadet impétueux, et Yarmoz, le discret aîné, qui se querellent comme ils l'ont toujours fait. Il en va de même pour leurs épouses, l'autoritaire Satipi, et l'obstiné Kate. Ou Kate. Je sais pas comment tu prononces, hein? Kate. Comme Kate Moss? Kate. Ok. En fait, il y a juste Yarmoz qui est un peu... et Khamenei. Ouais. Le scribe qu'on verra plus tard. Bah moi, je l'appellerais Khamenei. Et c'est Khamenei. Comme ça, il pourra venir de Marly Gaumont, tout ça, tout. Je l'avais pas vu, celui-là. Ah bah oui, forcément. C'est entendu Khamenei, ça change tout. Donc, dans l'ombre, il y a la vieille Hénet, qui sert la famille depuis des décennies, et veille au grain, ou guette. En fait, il y a une particularité, c'est que, tout au long du roman, tout le monde va dire que elle a toujours été là, depuis leur maman, et personne n'a jamais pu la saquer. Il y a juste Imhotep qui la tolère et qui l'apprécie, parce elle le brosse dans le sens du poil. Il fait plus que la tolérer, hein, Imhotep. Il lui fait plutôt confiance et... Ouais, mais ça, on va voir que ça va évoluer. Mm-hmm. Sinon, pour revenir à la fonction de prêtre du Ka, dans l'avant-propos du livre, Agatha Christie explique que c'est un peu le même principe. C'est le prêtre qui est chargé d'entretenir les tombeaux d'un notable. En échange, on lui... Je sais pas si c'est dans le bouquin ou dans un truc que j'ai lu. Bref. Donc c'est un prêtre qui est chargé d'entretenir la tombe d'un notable, de veiller à ce que les rituels sacrés soient effectués régulièrement comme ils sont censés être faits, et en échange de ça, on lui octroie des terres et du bétail. Pratique. Donc pour en revenir à la fameuse Hénet, personne ne l'aime. Il faut dire qu'elle mentionne dans chacune de ses phrases la servilité sans faille dont elle a toujours fait preuve, ainsi que l'ingratitude chronique de ses maîtres. D'une voix très géniarde. Voilà, donc forcément ça peut avoir tendance à moi, agacer. Moi, la pauvre Hénet, comment ça? Comment vous me parlez? Moi qui fais tout pour cette famille. Bravo, grande interprétation. Il y a ensuite la grand-mère de Renisemb,
Essa, qui est, elle aussi, toujours là. Sagace et discrète tant qu'elle n'a rien à dire, elle observe les siens avec bienveillance et lucidité. On retrouve également Ori, le scribe, qui s'occupe de l'intendance. Du même âge que Yarmoz, il est son ami depuis l'adolescence et a su gagner la confiance d'Imhotep. Ce dernier est en déplacement et envoie ses recommandations par écrit à Yarmoz qui gère le domaine en son absence. Il mentionne également leur jeune frère Hippie, donc Hippie, IPI, hein, c'est pas un... Il est pas hippie. Voilà, c'est ça. Ouais, tranquille. Imhotep. Voilà. Donc c'est plus exactement demi-frère, qui, en tant que petit dernier, est surprotégé par son père. C'est un petit peu le chouchou. Renissem est partagée entre la familiarité de son chez elle et un malaise qu'elle n'explique pas. Et Hippie, il est à noter aussi parce qu'il est extrêmement beau. Et il est très séducteur avec tout le monde. Et ce malaise ne s'améliore pas lorsqu'Ori et elle évoquent le passé. Le scribe explique que le mal peut se trouver partout, y compris dans le cœur des hommes. La jeune veuve ne s'explique pas ce commentaire des plus sombres. Chapitre 2. 3e mois de l'inondation. 4e jour. Satipi vilipende son mari Yarmoz, à qui elle reproche sa mollesse. Elle fait remarquer le statut particulier d'Hippi, le benjamin, arrogant et auquel on ne refuse rien. Satipi veut forcer son mari à négocier auprès de son père le statut d'associé, qu'il n'ose demander depuis des années. Il faut dire qu'Imhotep a bien du mal à déléguer, tant il aime régner sur son petit monde. Yarmoz, dépité, pense que sa femme le méprise. Elle répond que principalement, il l'exaspère. De son côté, Sobek fait peu de cas de sa dernière née, Ankh. Il faut dire qu'il bouillonne. Il estime que personne ne lui fait confiance. Il est d'avis que pour réussir, il faut prendre des risques, mais son père ne l'entend pas ainsi. Et ce n'est pas sa chiffre molle de frère qui va le soutenir. Kate lui conseille la patience. À la mort d'Imhotep, tout ira à ses fils. Sobek pourra alors faire comme il l'entend. Ce dernier est surpris de la réflexion de sa femme qu'il n'imaginait pas si planificatrice. Il la qualifie au passage de féroce. Hippie est en train d'échanger pour sa part avec sa grand-mère, Essa. Il n'y va pas par 4 chemins. Les menus tâches qu'on lui confie sont indignes de lui. Il a de son côté de plus grandes ambitions. Malgré son jeune âge, il compte bien devenir le premier et seul associé de son père. Il juge que sa grand-mère et lui sont les 2 seules personnes intelligentes de la famille, et qualifie Imhotep de faible. J'ai bien aimé le fait qu'il intègre sa grand-mère dans les personnes intelligentes. Ouais. Regardez quand même quelqu'un dans sa poche, quoi. Malgré tout. Ennet, dont les oreilles traînent toujours, réagit à cette remarque. Hippie tente de l'amadouer afin qu'elle ne le répète pas. Elle cède la place à Yarmoz, dont Essa vante la loyauté, mais elle le met en garde. Il n'est jamais bon d'être trop soumis à son époux. Chapitre 3. 3e mois de l'inondation, 14e jour. Aujourd'hui marque le retour d'Imhotep et toute la maisonnée s'est préparée en conséquence. Renissem le revoit avec plaisir, mais est troublée par la silhouette du vieillard qui se dresse devant elle, et dont elle se souvenait moins ratatinée et pourtant moins fière. Il retrouve de son côté avec plaisir les siens, y compris Ennet qu'il est le seul à apprécier apparemment. Il n'est pas revenu sans présent pour sa famille, mais il a également ramené une surprise dont la rumeur l'avait précédé toutefois. Une splendide jeune femme de 19 ans dont il a décidé de faire sa concubine. Et ça, la matriarche se moque ouvertement de lui, ce qui le vexe évidemment. Il rappelle, comme il le fera très souvent, que sa famille lui doit tout, et qu'il entend en conséquence être respecté sans partage. Et ça essaie de plaider la cause de Yarmoz afin qu'Imhotep délègue un peu, mais ce dernier n'y semble pas prêt. Selon lui, il a toujours besoin de répéter et de surveiller afin que tout soit fait selon ses désirs. Et ça est circonspecte quant à l'intégration de la nouvelle concubine, et conseille à son fils de repartir avec elle dès qu'il en aura l'occasion. Chapitre 4. 4. Cannes, 3e jour. Ah non, c'est 3e mois de l'inondation, 15e jour. Sobek se dispute avec son père concernant la gestion du domaine. Les initiatives qu'il a voulu prendre ne sont pas au goût de son père. Parce qu'elles comportent des risques, et parce qu'elles ne respectent pas scrupuleusement les volontés patriarcales. Sobek part fou de rage, sous le regard narquois de Nofret, la nouvelle concubine. Yarmoz en prend pour son grade lui aussi, pour n'avoir pas freiné son frère. Mais le pouvait-il?
Et à quel titre? Nofret goûte fort peu aux questions d'intendance et joue de ses charmes pour pousser Imhotep à écourter les débats, alors que Yarmoz allait lui demander de devenir son associé. Il rentre donc la queue entre les jambes, et son épouse Satipi ne manque pas de l'humilier. Son courroux est partiellement redirigé vers Nofret quand elle apprend son rôle dans l'affaire. Celle-ci, elle ne perd rien pour attendre. Mais la belle ne semble pas encline à la discrétion. Elle profite du vacarme des petits enfants qui jouent pour manipuler Imhotep et lui souffler des dispositions qu'elle se fait fort de relayer. Elle entre en conflit frontal avec Kate sur ce sujet. Et Imhotep lui donne entièrement raison, allant jusqu'à menacer de chasser ses fils. Donc, en gros, elle trouvait que les enfants qui étaient en train de jouer pas très loin d'eux étaient fort bruyants. Lui disait, bah, d'habitude, c'est comme ça, machin chouette, moi, ça me dérange pas trop. Elle fait, non, si, t'as besoin de te reposer, donc, faudrait que t'y mettes un terme, donc, montre que t'es maître chez toi, t'inquiète, je vais leur dire. Voilà, et ils peuvent jouer là tant qu'ils veulent quand t'es pas là, mais dès que tu viens, c'est toi qui décides, et si tu veux pas qu'ils jouent là, ils vont jouer ailleurs. Tout à fait. Et donc, suite à ces menaces, Kate, terrifiée, doit plier, mais promet de rendre la monnaie de sa pièce à l'intrigant. Chapitre 5. 4e mois de l'inondation, 5e jour. Imhotep parle de responsabilité et de succession avec Ori, son scribe. Ce dernier tente de plaider la cause de Yarmoz, fidèle et dévoué. Son père le reconnaît, mais il le trouve trop timoré, trop hésitant. Sobek, de son côté, est une tête brûlée. Imhotep trouve que celui qui posséderait les meilleures qualités est Tipi. Mais Ori le met en garde. Ce dernier est encore trop jeune. Les arguments d'Ori semblent peu à peu faire mouche, lorsqu'un esclave vient annoncer l'arrivée d'un scribe, Kameni, toi tu l'appelleras Rameni si tu veux, porteur d'un message de Memphis. Là aussi, c'est pas la ville dans le Tennessee, etc., c'est... Capitale d'Égypte. Tout à fait. Reniseb aperçoit le nouveau venu et cela lui provoque un coup au cœur. Déjà parce qu'il est formidablement beau, et en plus parce qu'il lui rappelle férocement son défunt Kay. En fait, la silhouette... Il arrive sur un bateau, voilà. Et de la même manière qu'elle voyait régulièrement son mari venir ou partir sur le Nil. Il apparaît que Kameni est un petit cousin d'Imhotep, et qu'il a apparemment trouvé des irrégularités dans ses affaires, et dont il tenait à l'informer. Imhotep, à ces nouvelles, prépare immédiatement son départ. Il semble prêt à écouter Ori et conduit Hippi, promettant de reparler d'une possible association à Yarmoz à son retour. Il demande simplement que Nofret soit traité avec tous les égards, ainsi que sa vieille Emnet. Même si elle est moche. Emnet. Ouais, Emnet. Je dis même si elle est moche parce que c'est lui qui le dit, hein. Elle est horrible, mais voilà, elle est quand même super dévouée. Est-ce que t'as besoin de préciser ça? Tu peux juste t'arrêter, elle est dévouée, hein, mais... Mais je pense que le horrible, c'est pas que horrible physiquement, en fait. Elle a un caractère un peu énervant. Non, ils disent vraiment moche. Enfin, en tout cas, dans la traduction française, ils disent, elle est vraiment moche. Et puis lui dirait pas qu'elle est horrible, puisque c'est le seul à la souffrir. En tout cas, Yarmoz fait remarquer que cette dernière, malgré les qualités que son père lui porte, parle souvent à tort et à travers. The woman I know find her tiresome sometimes. Tu vois, donc elle est... mais on parle plusieurs fois de... Non, mais c'est dans le paragraphe où elle dit de faire attention. She has, I know, neither beauty nor wit. Donc elle n'a ni beauté ni sympathie, quoi. Ah, wit, c'est plutôt normalement un peu, c'est ce que t'es un peu maligne, tout ça. Ouais, d'accord. Elle est un peu limitée, quoi. Mais elle est fidèle. Voilà. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais on l'aime bien au village. I will not have her despised and abused. Imhotep propose à Nofret de venir avec lui, mais celle-ci préfère rester. Elle dit qu'elle sera heureuse en sa courte absence. Enfin, quand on parle de courte absence, lui quand même il mentionne que ça sera 3-4 mois tout de même. C'est ça, ouais. Mais lui demande en qui elle pourrait faire confiance. Sa famille la déteste, elle le sait. Quant à Ori, il est dévoué à Yarmoz. Imhotep lui conseille Kameni, qui vient de la même région qu'elle et est un extérieur, comme elle. Il la confie également au bon soin de la fidèle, mais moche, on insiste, Ennet, qui accepte avec ferveur. Et ça, la grand-mère ne comprend pas pourquoi Nofret ne part pas avec son fils. Elle pense qu'elle poursuit un but bien précis, mais la met en garde. Elle ne devra faire confiance à personne. Nofret ne semble pas faire grand cas de ce conseil.
Chapitre 6, premier mois de l'hiver, 4e jour. Renisem profite d'une visite à un tombeau pour discuter avec Ori. Elle partage avec lui ses inquiétudes. Ayant repensé à la conversation qu'ils avaient eue sur le mal intérieur, elle explique que l'ambiance de la maison s'est dégradée. Les querelles routinières, autrefois dénuées de méchanceté, sont désormais acerbes et mauvaises. Elle attribue ce changement à Nofret, qu'elle accuse d'exacerber les tensions par de petites phrases et insinuations. Elle se demande si Ennet n'est pas dans le coup également. Nofret les rejoint mais ne reste pas longtemps, suite à une discussion philosophique. Elle semble peu à l'aise avec l'idée que les Égyptiens soient obsédés par la mort, et qu'Imhotep, et donc elle, doivent à la mort sa fortune. Sobek vient alors à leur rencontre, ayant manqué de gifler Nofret sur son chemin. Hors de lui, il massacre un cobra qui avait fait irruption. Renisemb remarque que Sobek semble aimer tuer, et relate une bagarre où il avait eu le dessus sur Yarmoz, l'humiliant jusqu'à ce que leur mère les sépare en mettant en garde Sobek sur le danger que présente son attitude. D'ailleurs, le lendemain, Sobek était tombé malade. D'ailleurs, je suis en train de regarder en parallèle l'édition de l'intégrale, et c'est pas mal, il y a pas mal de notes pour expliquer le contexte de l'Égypte, parce que moi j'avais pas ça sur l'audio, et c'est vachement bien. Je suis en train de regarder en même temps, ça explique pas mal de choses, c'est des éclaircissements, franchement. Si vous voulez le lire, trouvez-vous une édition avec les notes de bas de page ou de fin, peu importe, mais avec des notes qui vous expliquent le contexte, ça vous aidera vachement. Ouais. En rentrant, Renisemb rencontre Kameni en train de chanter. Elle semble sous le charme du beau jeune homme et de sa douce voix. Le charme est toutefois rompu par le ton goguenard de Nofret qui a remarqué les mois de la jeune femme, et ce qu'elle semble assez peu goûter d'ailleurs. Elle se moque de Renisemb, qui finit par battre en retraite. La nuit, la jeune veuve rêve de son Kay, mais également de Kameni, et de Sobek, dont elle réalise alors qu'il criait le nom de leur belle-mère en frappant le serpent. Chapitre 7. Premier mois de l'hiver, 5e jour. Renisemb est désormais réveillée et s'interroge sur la suite de sa vie. Remarquant la silhouette de Nofret qui contemple le Nil, elle se décide à la rejoindre afin de faire la paix. Elle l'interroge sur sa vie à Memphis et comprend qu'elle doit être entourée de gens qu'elle hait. Elle finit par lui proposer d'être comme deux sœurs. Nofret semble d'abord désarçonnée par une telle proposition, avant d'afficher une hargne palpable. Renisemb, en son fort intérieur, plaint la jeune femme de ressentir de telles émotions. Alors que Nofret repart, elle croise l'un des enfants de Kate jouant au ballon. Elle le bouscule, il tombe et se fait mal. Kate surgit et, voyant la coupable, la gifle à pleine force. Nofret la remercie d'un air mauvais, comme si elle avait enfin l'excuse qu'elle attendait depuis un moment. Elle convoque Kameni pour lui faire rédiger une plainte à l'intention d'Imhotep. Elle offre un beau bijou qu'elle sort de sa poche à Ennet pour la mettre dans la sienne. T'as vu ça, la petite figure de style? Ouais. Kameni est contre... Ça a un nom d'ailleurs, ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment un Zogma du coup, mais ça pourrait peut-être... Intéressant quand même. Ça s'en rapproche. Kameni est contre l'idée de la lettre, mais doit plier devant l'insistance, voire les menaces de Nofret. Leur échange semble d'ailleurs montrer qu'ils se connaissent. Le scribe finit par la mettre en garde à son tour. Tout cela risque de mal tourner. I do not like this, he said. Nofret, you had better take a little time to think. You say that to me? J'aime bien. Chapitre 8. Deuxième mois de l'hiver, 10e jour. Nofret est désormais isolée dans la maison. Le reste de la famille fait bloc contre elle. Même Kate et Satipi semblent avoir enterré la hache de guerre. Elle pratique une guerre d'usure. Des robes de Nofret brûlent par mégarde, un scorpion est découvert près de son lit, sa nourriture n'est jamais correctement épicée, soit trop, soit pas assez. Elles sont bientôt convoquées par Essa qui les rabroue. Nofret est trop intelligente pour elle. Elle reste imperturbable, cela signifie donc qu'elle pense maîtriser la situation. Les mégères risquent d'en être pour leurs frais. L'explication à cette sérénité ne tarde pas à arriver sous la forme d'une lettre d'Imhotep. Celui-ci, fou de rage, annonce que ses fils Sobek et Yarmoz, ainsi que leurs compagnes, ne sont désormais plus les bienvenus sous son toit. Ils devront être partis à son retour. Et gare à Hippi qui pourrait subir le même sort s'il ne change pas d'attitude. Dernier message qui fait également l'effet d'une bombe, Nofret deviendra l'épouse d'Imhotep quand il rentrera.
Ori pense qu'Imhotep pourrait changer d'avis quand sa colère retombera, mais pour Satipi, la seule chose qui pourrait arranger les choses serait la mort de Nofret. Ce avec quoi Kate et Sobek semblent d'accord. Ce dernier annonce avoir clairement une idée en tête. Donc là, pour le coup, un peu comme dans le roman précédent, on prend bien le temps de faire monter la tension, et on sait que ça va craquer. Par contre, j'avais loupé le moment où elle devait devenir sa femme. Ouais. Mais ouais, tu sais, se surmonter un petit peu à la fois, tu doutes bien qu'il va se passer un truc, et... Tu sais que quelqu'un va mourir, mais tu sais pas qui. Même si t'as des gros doutes quand même, hein. Ouais, mais tu peux avoir une petite idée sur la question. Chapitre 9, 2e mois de l'hiver, 10e jour. Renisemb a un terrible pressentiment et veut prévenir Nofret qu'un danger la guette. Elle entend la colère de sa famille, même Hippie semble prêt à commettre l'irréparable. Ennet leur apprend que Nofret est sortie par la porte de derrière, dans les champs. Renisemb la rejoint, mais celle-ci n'a cure de ses avertissements. En vérité, tout semble se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Renisemb retrouve Kameni qui lui explique qu'il a été forcé d'obéir à Nofret, mais qu'il a bien fait en sorte que la jeune femme ne soit pas citée. Il avoue connaître Nofret de nos réputations. Selon lui, c'est une femme orgueilleuse et qui ne pardonne pas. Et belle, donc, elle a l'habitude d'être... qu'on ne lui résiste pas. C'est ça, elle a eu l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait de tout le monde. Exactement. Et donc là, c'est un peu compliqué pour elle qu'on lui résiste. Ouais. Et d'ailleurs, il les met en garde parce qu'il considère qu'elle fera tout pour qu'Imhotep mette ses menaces à exécution. La nuit, Renisemb remarque que tout le monde, hormis Essa, semble être sorti. Seule sa grand-mère et Ennet semblent là. Cette dernière l'informe que Nofret serait partie au tombeau. Voulant la rejoindre, Renisemb croise Satipi, comme abasourdi. Elle tente de la dissuader de poursuivre sa promenade. Son instinct pousse néanmoins Renisemb à continuer, et elle découvre au bas de la falaise le corps sans vie de Nofret. Satipi suggère qu'elle a pu glisser et tomber. Ori et Yarmoz arrivent à leur tour et découvrent la scène. Sobek est introuvable depuis l'après-midi. Donc voilà, on savait que ça allait finir par craquer, et ça n'a pas manqué. En même temps, c'est pas comme s'il y avait 3-4 personnes qui avaient dit « c'est chaud quand même ». Oui, et puis il y a eu plusieurs fois aussi, il y a une phrase notamment qui dit que, je sais plus qui dit ça, il me semble que c'est peut-être Yarmosa qui dit ça, une concubine morte n'est plus une concubine. Non, il n'a plus aussi d'importance qu'une concubine. C'est pas Yarmoz qui dit ce genre de mots. Ça ressemblerait plutôt à Satipi. Satipi peut-être. Ou à Sobek. J'arrive plus à retrouver. Peut-être Sobek, ouais. Chapitre 10. 4e mois de l'hiver, 6e jour. Imhotep est rentré et discute du drame avec sa mère, Essa. Il se demande si un membre de sa famille aurait pu commettre l'irréparable. C'est Satipi qui dit ça, effectivement. Et néanmoins, les versions de tous concordent. Donc ça considère que voilà, il vaut mieux enterrer l'affaire et puis aller de l'avant, tant pis, elle est tombée et puis basta quoi. Yarmoz a préparé une liste de tâches pour son père qui se décide à reprendre les affaires courantes. Il a également préparé les funérailles de Nofret, qui est prête pour son dernier voyage. Ce pourquoi Imhotep, chose exceptionnelle, félicite son fils. Il peste néanmoins contre les prix prohibitifs de l'embaumement. Ça d'ailleurs, ils m'ont parlé plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Ouais, il va y avoir plusieurs morts à chaque fois. Il va dire, purée, à chaque fois que ils augmentent leur prix à chaque fois. Voilà, à chaque fois que je dois enterrer quelqu'un, c'est plus cher. Ils peuvent pas faire une carte de fidélité, je sais pas moi, un truc. On n'est pas loin de ça, ouais. Avec tout le business que je leur apporte, ils pourraient faire un effort. Un geste commercial, quoi. Kate semble presque réjouie de la disparition de la peu regrettée Nofret, et elle s'en ouvre à son ancienne rivale, Satipi. Mais celle-ci semble encore sous le choc et réagit à peine. Renisemb remarque que leurs personnalités se sont presque inversées. Oui. Désormais, c'est Kate qui domine sa belle-sœur, ce qui laisse la jeune veuve perplexe. Elle pense à Satipi qui sursaute maintenant à chaque bruit, chaque éclat de voix comme si elle avait vu un fantôme. Kate conseille d'oublier les menaces proférées envers Nofret, mais Renisemb s'y refuse. Elle reconnaît que la paix semble revenue dans la maison, mais le malaise qu'elle ressentait persiste. Elle consulte Ori sur le changement de personnalité des gens. Même Yarmoz a pris en assurance récemment. Ori lui explique qu'il y a une différence entre l'image qu'on donne de soi et ce qu'on est vraiment, et que les circonstances de la vie peuvent faire ressortir. Il lui fait remarquer qu'elle-même n'est plus la jeune fille insouciante d'autrefois. Renisemb explique qu'elle continue de plaindre Nofret et qu'elle la sent presque près d'elle.
Ils expriment enfin leurs doutes sur la nature accidentelle de la mort de la concubine, en espérant que cela soit le dernier événement funeste. Chapitre 11, premier mois de l'été, 11e jour. Après les funérailles de Nofret, Rénicem échange avec Ennet qui lui exprime sa crainte que tout cela ne soit pas fini. Elle dit également que Nofret n'était pas aussi fine qu'elle le pensait et qu'elle espère être débarrassée d'elle pour de bon. Yarmoz se confie à Rénicem au sujet de Satipi, décidément. C'est pas grave. Il ne comprend pas le changement survenu chez sa femme. Elle a peur de tout, elle ne dort plus, et elle s'est même laissé damer le pion par Kate sur une question de partage des pièces de lin. Tout cela ne lui ressemble pas. Il demande à sa sœur d'enquêter pour lui auprès d'Ennet. Cette dernière refuse de dire quoi que ce soit. Aussi Rénicem va directement voir sa belle-sœur. Satipi réfute toute peur et élève la voix, qu'elle baisse immédiatement lorsque son mari, rentrant, lui fait une remarque d'un ton peu amène qui ne lui ressemble guère. Décidément, face à Yarmoz aussi, elle a décidé d'adopter une posture soumise. Rénicem demande à sa grand-mère si elle y comprend quelque chose. La vieille dame suggère que le mari de Satipi lui aurait peut-être mis la raclée de son existence. C'est tel quel dans le texte. Ouais. Et qu'en plus, elle serait bien du genre à leur demander. At least had given Satipi a good beating. Ouais. It what she needs. And she's the kind of woman who would probably enjoy it. Voilà. Sympa. En plus, elle a bien aimé. Ah ouais, là, c'est féminisme 2.0. Hein. C'est clair. Une bonne petite trempe, hein, ça a dû la calmer. Rénicem se récrie. Yarmoz est trop doux pour cela. Presque doux comme une femme. Et ça la contredit à son tour. Les femmes n'ont rien de gentil, et n'attendent pas non plus que leur mari le soit. Elles cherchent plutôt de fortes têtes et de belles gueules comme Sobek. Il n'y a rien de gentil chez les femmes, et s'il y en a, qu'Isis les aide, leur viennent en aide. Ouais. Donc elles cherchent plutôt de belles gueules, un peu fortes têtes comme Sobek, ou de beaux garçons comme Kameni, comme elle l'ajoute avec malice et insistance. N'est-ce pas, Rénicem? Elle explique malgré tout qu'on ne sait que peu de choses de lui, même si Imhotep en pense le plus grand bien. Ceci dit, comme elle juge son fils stupide et de piètre jugement, ce n'est pas forcément significatif. Et ça explique que son âge lui donne un recul réconfortant sur les choses, et ça lui permet également d'observer. Elle a ainsi remarqué la haine tenace de Nofret envers Rénicem, et se demande si Kameni n'en serait pas la raison. Ce dernier est d'ailleurs non loin, chantant de sa voix de velours une chanson d'amour. Rénicem essaie de se convaincre qu'elle y est insensible. Ori et Rénicem discutent à nouveau, cette fois à propos de la vie après la mort. Elle demande ensuite si Kameni et Nofret se connaissaient déjà avant, Ori semblant y entendre une confirmation. Juste une précision, elle parle beaucoup de la mort avec Ori parce que c'est lui, entre autres, que Imhotep a chargé de gérer les rites au niveau des tombes. Donc il est régulièrement au niveau des tombeaux dont Imhotep doit s'occuper, et elle va le retrouver à cet endroit-là. Et c'est d'ailleurs sur le chemin entre la maison et le tombeau qui est en surplomb que Nofret est tombé. Tout à fait. Il lui fait remarquer avec douceur que Kameni, s'il la connaissait, ne semble pas trop triste de la disparition de Nofret. Alors qu'ils conversent sur le sort de l'Égypte, rien de moins, ils observent Yarmoz et Satipi près du tombeau. Mais alors qu'ils atteignent l'endroit où Nofret avait fait sa chute fatale, le couple semble échanger quelques mots, puis Satipi se fige comme frappé de terreur, avant de faire un faux mouvement, trébucher et tomber au bas de la falaise. Alors qu'Ori et Rénicem courent pour rejoindre son corps disloqué, la jeune femme s'approche d'elle et l'entend dire dans un dernier souffle « Nofret, l'air épouvanté ». Elle regarde en direction elle regarde par-delà l'épaule de son mari comme les yeux perdus dans le vague. Donc là, deuxième meurtre, donc là ça enchaîne. Enfin, meurtre, on n'en sait rien. Deuxième mort. Oui, c'est vrai, un accident. Mais bon. 2 accidents. Voilà, Agatha Christie. Pour l'instant, c'est 2 accidents. Agatha Christie. Chapitre 12, premier mois de l'été, 12e jour. Pour Rénicem, ce dernier mot sonne comme un aveu. Satipi a tué Nofret, puis, ne supportant sa propre culpabilité, a mis fin à ses jours. C'est trop simple. Elle avoue qu'elle avait un temps soupçonné Sobek, après l'épisode du Cobra. Ori lui fait remarquer que Sobek est sanguin, mais qu'il faut un tempérament tout autre pour tuer quelqu'un, et ajoute que la mort de Nofret était bien liée, comme il l'avait pensé, au changement d'attitude de Satipi. Il promet à Rénicem qu'elle ne risque plus rien désormais.
et il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Et ils échangent ensuite à nouveau sur le destin de l'Égypte. Décidément, c'est vraiment la géopolitique, tout ça, c'est leur kiff. Avouant partager des idées et des manières de penser communes. Toutefois, Ori lui reparle de Kaméni, ce qui énerve quelque peu la jeune femme. Chapitre 13. Premier mois de l'été, 23e jour. Ennet vient trouver Essa, alarmée. Elle vient de retrouver un coffret de bijoux de Nofret dans la chambre de la défunte. Or, elle est certaine que toutes ses affaires ont été mises dans son tombeau. Et ce coffret n'était pas là la dernière fois qu'Ennet est passée. Essa s'agace car Ennet agit comme si elle avait vu un fantôme. Elle sous-entend que la servante avait pu essayer de faire chanter Satipi en échange de son silence, ce que la vieille femme nie vigoureusement. Elle propose de montrer elle-même le coffret à Imhotep. Essa et Imhotep évoquent le coffret. Ce dernier mentionne qu'Ennet lui a rapporté avoir été accusé de l'avoir volé, ce qui est évidemment faux. Donc là, on comprend encore plus si on n'avait pas déjà compris qu'elle colporte toutes sortes de ragots, etc. Toujours à son avantage. Toujours à son avantage, bien entendu. Ils sont d'accord pour dire que Satipi ne manquera à personne. Yarmoz a l'air d'ailleurs plus confiant depuis sa disparition, et son père semble commencer à voir sa valeur, mais aussi à impliquer plus avant ses fils dans la gestion du domaine. Et ça, y voilà une évolution positive. Ils échangent ensuite sur les frais exorbitants des funérailles. Si Imhotep assure que sa mère sera enterrée avec tous les honneurs qui lui sont dus, et le prix correspondant, il n'est pas prêt à faire un tel effort pour sa belle-fille, une meurtrière potentielle de surcroît. Bien sûr, elle sera enterrée avec tout le respect qui lui sont dus, mais je veux pas de scandale, mais dans ces circonstances quand même. Ah ouais. On va pas que ce soit trop magnifique non plus, quoi, ça ferait parler. Chapitre 14. Premier mois de l'été, 25e jour. Imhotep a signé un contrat d'association avec ses deux aînés. Hippi en est pour l'instant exclu en raison de ce jeune âge, et en dehors de ce dernier, l'ambiance est à la gaieté. Les colères. Plus tard, Yarmoz et Sobek fêtent la bonne nouvelle en buvant une coupe de vin d'une manière qui illustre bien leur caractère. Sobek vide son verre d'un trait, tandis que Yarmoz savoure quelques gorgées. Les deux hommes sont bientôt pris de violents maux de ventre et appellent à l'aide, victimes d'un empoisonnement. Oui, là, y a pas de doute. Voilà. Ennet accourt, affolé, évoquant quelques malédictions qui frapperaient la famille. Imhotep est durement touché de ce nouveau malheur. Renissem tentant tant bien que mal de le consoler. On apprend que Sobek est mort au matin. Yarmoz, de son côté, ayant avalé moins de vin empoisonné, devrait survivre. Une prière est lancée à l'esprit de Nofret afin qu'elle cesse de tourmenter la famille. Un domestique amène un enfant qui aurait vu quelqu'un s'approchant de la jarre à vin. Une silhouette féminine qui souriait en promenant ses mains sur le couvercle. Il n'a pas vu son visage, mais ses habits indiquaient une origine noble, ou en tout cas riche. Elle avait des vêtements en étoffe de lin, et il n'y a que les riches qui portent des vêtements de cette étoffe. Voilà, il y a ça, elle portait une perruque, et elle avait un collier de perles avec des lions en or, dont il se souvient très bien. L'enfant est un protégé de Yarmoz auquel il semble attaché. Ce dernier se porte garant de son honnêteté. Imhotep a reconnu dans la description du collier un bijou qu'il avait offert à sa défunte concubine. Un bijou qui devrait être dans le tombeau lui aussi. Essa et Renissem évoquent la tragédie qui frappe la famille. Essa est particulièrement perplexe. Quelque chose la chiffonne. Elle va redoubler de prudence pour ne pas être la prochaine sur la liste. De retour dans sa chambre, Renissem trouve le coffret ayant appartenu à Nofret et que son père lui a laissé. Mais quand elle l'ouvre, elle découvre le fameux collier décrit par le garçon. Ouais. Et les précautions prises par Essa, c'est notamment que ce soit Renissem qui lui fait à manger. Comme ça, elle est sûre qu'il n'y a pas de poison, donc on lui fait confiance. Je sais pas si on le dit à ce moment-là ou un peu plus tard. C'est pas elle qui lui fait à manger. Mais si elle fait partie des gens qui lui font à manger, c'est soit une servante en qui elle a toute confiance, soit Renissem. Parce que Renissem, pour moi, elle est mentionnée, c'est elle qui va faire à manger à Yarmoz quand on va voir aussi que son état ne s'améliore. Et donc après, du coup, Essa va demander à Renissem de lui faire à manger. Chapitre 15, premier mois de l'été, 30e jour. Alors que Renissem, épouvanté, cache le collier dans les plis de sa robe, Ennet vient lui apprendre que le jeune homme ayant témoigné un peu plus tôt a été retrouvé sans vie. La panique gagne peu à peu les cœurs. J'aime bien, c'est qu'il a été... tu vas peut-être le dire après. Comment il est mort? Comment il est mort? Il a certainement bu une potion de coquelicot. De poppy. Décidément. Donc le coquelicot. C'est pratique. De la famille
Oui. J'ai oublié le nom de la fleur, mince, je l'avais il y a 2 minutes. Dont on extrait l'opium. Oui. Je sais plus le nom de la fleur, bref. Le pavot. De pavot, merci. Coquelicot de la famille du pavot, et donc qui semble avoir les mêmes propriétés. Donc, une lettre à destination de Nofret va être rédigée dans l'espoir que cela dissipe la malédiction. Renissem veut parler du collier trouvé, mais à qui? Après avoir songé à Ori puis Kameni, elle porte son dévolu sur sa grand-mère. Bon choix, je pense. Essa intime à la jeune femme de cacher sa découverte. Lorsque Renissem propose d'en parler à Ori, qui sait toujours quoi faire, Essa lui demande de quoi il parle lors de leur grande conversation. Sa réponse semble la satisfaire, et elle explique à sa petite fille qu'elle commence déjà à trouver son bonheur dans les petits riens qu'on apprécie en général qu'avec un grand âge. J'ai beaucoup aimé ce passage-là où elle explique que maintenant qu'elle est vieille, elle se rend compte que finalement pour être heureuse, il n'y a pas besoin de grand-chose. Que les jeunes femmes sont toujours à chercher, à courir après le bonheur et qu'il suffit de se contenter des petits plaisirs du quotidien pour que tout se passe bien. Voilà. C'est Essa qui a préfiguré Amélie Poulain avec quelques siècles d'avance. Ouais, un peu, ouais. Essa demande à Renissem de lui envoyer Hippie, qui suite aux nombreux drames participe désormais à l'intendance. Elle retrouve son fils de fort bonne humeur et lui demande comment il vit la mort de son frère. Son petit-fils alors du coup. J'ai dit quoi? Son fils. Ah bah, j'avais écrit petit-fils, ouais, de son petit-fils. Donc Hippie ne se cache pas, il avoue assez franchement qu'il n'aimait pas ce frère impétueux et qui lui laissait en plus les tâches les plus ingrates. Et en plus, il tient des nets, via Kameni, que c'est Sobek qui s'opposait à ce qu'il joigne l'association. Mais ça dément. Pour une fois, Ennet se trompe. C'est elle qui a manipulé Imhotep. Donc elle et ça. Utilisant sa fierté suite à une défaite face à Hippie dans un jeu. Elle a titillé son orgueil. Elle était pas contente d'avoir été battue et du coup elle a dit voilà, tu vas le payer. Coup, tu seras pas tu seras pas associé. Mon associé. Hippie est à la fois en colère et impressionné, mais promet d'emporter la partie finale. En même temps, il a dit que sa grand-mère était la seule à être intelligente avec lui, donc il peut pas ne pas lui reconnaître ça. Il le redira à un moment d'ailleurs. Voilà. Par contre, j'aime bien c'est comment la description pour dire Hippie se tenait souriant et arrogant, la tête légèrement penchée de côté et une fleur entre les dents, entre ses dents blanches. La tête à glaque, quoi. Parce que la statuaire grecque. C'est ça. Il avait l'air vraiment très content de lui et avec la vie de manière générale. Bah voilà, en même temps, il est dans une famille riche, il est beau gosse, voilà. On va lui confier la gestion d'un domaine. Le frère qu'il aimait pas est mort, tout va bien, quoi. Voilà. Et ça le met en garde face à la malédiction de Nofret, qu'il rejette avec dédain. Ennet survient et glapit devant un tel blasphème alors qu'Hippie s'en va. Et ça demande pourquoi Ennet a menti à Kameni. Ennet prétend ne pas se souvenir de ce qu'elle a dit. Ben tiens. C'est pratique. Et ça lui recommande de maîtriser sa langue, qui, toute arme qu'elle est, pourrait avoir un double tranchant, avant de la forcer à goûter son plat au cas où il serait empoisonné lui aussi. J'ai bien aimé ça. Et donc Annette, elle panique un petit peu. Tu fais la maligne, bah tiens, vas-y, goûte. Voilà. Puis après, elle rigole bien de sa blague. Chapitre 16, deuxième mois de l'été, premier jour. Un rituel a été fait pour demander la protection d'Achayet, défunte mère des premiers enfants d'Imhotep. Donc de Yermosa et Renissem et Sobek. De tous, je crois. Sauf Hippie. Ouais, voilà. Ori, Essa et Renissem se retrouvent plus tard pour discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Ori apprend l'existence du collier et nos détectives en herbe font le point sur la situation. S'il est bien entendu possible qu'il y ait une malédiction, il faut, en premier lieu, chercher une explication humaine. Aussi, l'enfant, qui a été retrouvé mort, a sans doute été manipulé pour raconter un mensonge et tué pour s'assurer de son silence. Mais à qui profiteraient ces crimes ? Hippie tout d'abord, mais s'il semble arrogant, il n'a pas l'air si impatient que cela, ni prêt à tout. Kameni ensuite. Il est de la famille éloignée, mais on ne sait finalement pas grand-chose de lui. Ennet peut-être. La louvoyante servante n'a jamais été appréciée et a peut-être ourdi dans l'ombre un plan depuis des années. Enfin, Kate pourrait avoir fait tout cela pour assurer l'avenir de ses fils. Il s'agit en tout cas à coup sûr de quelqu'un de la maison. Chapitre 17, deuxième mois de l'été, premier jour. Ennet demande à Essa, qui regagne la maison, ce qu'elle faisait dehors. Cette dernière en profite pour l'interroger sur certaines choses qu'elle a pu dire.
Ennet s'emporte en se plaignant une nouvelle fois du peu de considération qu'on a d'elle malgré ses années de service. J'avais envie de lui mettre des claques. Indéfectible. J'avais envie de la frapper, je t'avoue. Ouais. Surtout que la lectrice, elle prenait vraiment la voix comme ça, mais pauvre Ennet, mais tu te rends compte. Et... C'est ça. Bah, c'est l'esprit, hein. Oui, complètement. Ah non, mais elle le faisait très très bien, hein, mais justement, elle faisait bien ressortir le côté un poil énervant de Ennet. En tout cas, elle finit par dire d'un air triomphant que bien des gens qui se sentaient supérieurs à elle ne sont désormais plus. Avant de se rétracter rapidement. Elle se rend compte qu'elle en a un peu trop dit, elle avait pris la confiance. D'ailleurs, Essa lui conseille de faire attention à ses arrières, de peur de rejoindre la liste des victimes. Les dires de sa servante lui ont par ailleurs fait prendre conscience de quelque chose. Elle a besoin de vérifier 2-3 détails. De son côté, Renissem est censé aller interroger Kate, mais il rechigne. Elle croise son frère Hippie qu'elle dévisage. Une conversation s'ensuit où Hippie, dans toute l'arrogance de sa jeunesse, se voit déjà le futur maître des lieux. Sobek est mort, Imhotep ne lui survivra pas longtemps. Quant à Yarmoz, il est de ses propres termes lessivé et il le juge condamné. D'ailleurs, il n'arrive pas à se remettre de son empoisonnement malgré l'aide des meilleurs médecins. La question se pose de savoir pourquoi. Lui juge que c'est parce que son frère, il a toujours été faible, de caractère et de constitution, alors que lui, Hippie, s'en moque et se sent invulnérable. Il a tout pour lui. Voilà. La jeunesse, la beauté, la richesse, voilà, l'intelligence. Il dit globalement que les ennuis ne l'attraperont que s'il se laisse faire, et il compte pas se laisser faire. Kate, qui arrive, n'est pas convaincue qu'il finira par dicter sa loi. Hippie va rendre compte à son père de ses dernières actions. Imhotep est ravi qu'il parvienne à remplir son rôle. Yarmoz est présent également, et l'on parle de son état. Pour Hippie, c'est ce que je disais un peu plus haut, c'est parce qu'il a un tempérament faible et une nature fragile, mais Ori suggère qu'un autre type d'empoisonnement pourrait être à l'œuvre. Pour s'en assurer, il faut cuisiner et apporter ses repas par quelqu'un. C'est sûr. C'est à ce moment-là qu'il parle du nombre de femmes qui, voulant se débarrasser de leur mari, les ont empoisonnées à petit feu pour que ça paraisse une mort naturelle. Ouais. En tout cas, Hippie semble scandalisé et perplexe devant cette situation. Furieux, il bouscule Ennet en sortant et l'invective. Il ne lui laisse pas le temps de se plaindre et lui dit ses 4 vérités avant de poursuivre son chemin. Ennet va retrouver Yarmoz et relève ce dernier, qui est d'ailleurs surpris de la force de la vieille femme. Yarmoz se dit en train de mourir, mais Ennet lui répond qu'il ne sera pas le prochain à passer l'arme à gauche. Elle en est certaine. Renissem est avec Kameni qui lui demande d'être sa femme, rien de moins. Elle-même ne comprend pas sa propre réaction. La beauté du jeune homme l'émeut, son toucher la fait défaillir, et pourtant elle ne veut pas de lui. Elle va jusqu'à lui dire qu'elle le hait. Ce qui d'ailleurs ne le décourage pas, parce qu'il lui dit « Oh bah c'est cool, la haine, c'est pas loin de l'amour. » Elle se confie à Kate, pour qui Kameni est un parti très correct. Renissem se surprend à penser à Ori et leurs discussions sans fin. Le lendemain matin, Hippie est retrouvé noyé dans le bassin. Donc là, décidément, ça tombe comme des mouches. Hein. Ouais. Là, c'est... Il y a un mort tous les... tous les 5 chapitres. Voilà, du coup, malheureusement, il n'y a pas forcément d'enquêteurs à l'époque, quoi, parce que là, il y a des gens qui meurent, bah tant pis. Bah écoute, on va se débrouiller avec ça, hein, c'est comme ça, c'est la vie, ou plutôt c'est la mort. Chapitre 18, 2e mois de l'été, 10e jour. Imhotep dépérit à vue d'œil. Tu m'étonnes. Il est persuadé que sa famille est maudite. Ennet tente de lui remonter le moral. Essa arrive de son pas fatigué et leur intime de cesser de prêter foi à ses divagations. Il faut se rendre à l'évidence. Un tueur sévit dans leurs murs. Elle se demande quel rôle joue Ennet là-dedans. Imhotep lui apprend que Kameni a fait sa demande en mariage. Essa se demande si cela pourrait permettre à Renissem de se mettre à l'abri. En tout cas, elle commence à avoir une hypothèse, voire des soupçons, et ne s'en cache pas auprès d'Ennet. Elle veut réunir la famille car elle a quelque chose à leur dire. Et donc, ainsi est fait. Essa demande à Ennet, qui joue directement la persécutée, de clarifier certains propos qu'elle a pu tenir. Elle avait notamment insinué savoir quelque chose sur Ori, mais dément avoir dit cela. Elle demande également ce qu'elle voulait dire quand elle a expliqué que Satipi n'aurait pas dû la prendre de haut. Là encore, Ennet botte en touche. Essa regagne sa chambre en demandant l'aide d'Ori. Ne pouvant parler en public, ils évoquent à demi-mot la prochaine étape de leur enquête en cours.
En tout cas, elle en est sûre. Sa petite réunion lui a permis d'observer une personne en particulier qui a eu une réaction involontaire. Mais évidemment, à ce stade, ils disent pas qui. Chapitre 19, deuxième mois de l'été, 15e jour. Imhotep et Yarmoz entretiennent Renissem de la demande en mariage de Kameni. Bien que Yarmoz sente ses réticences, la jeune femme finit par accepter, décidée à aller de l'avant. Elle sent qu'elle devrait être heureuse, mais quelque chose lui manque. Kameni lui propose une promenade en barque, ce qui l'interpelle. Teti, sa fille, sera avec eux. Là, tu te dis quand même... Ouais, c'est chaud, une promenade en barque... S'il essaie de l'acheter à la flotte, ça va être compliqué, quoi. Quelqu'un que tu soupçonnes... qui fait partie des suspects, quoi. Ouais. De retour dans leur balade, donc finalement elle est revenue entière, voilà. Plutôt bien d'ailleurs. Pendant laquelle elle s'est d'ailleurs surpris à se sentir enfermée. Elle disait, mais comment je peux m'échapper? Pourquoi m'échapper? Pourquoi j'ai envie de m'échapper de ce qui est censé être mon bonheur futur? Donc Renissem est désolé que sa fille ait abîmé une amulette que Kameni lui avait offerte. Il n'en fait pas grand cas et la casse en deux, afin que chacun d'entre eux en garde une moitié. Ce geste lui rappelle une demi-amulette qu'elle avait vue sur Nofret, et comprend que Kameni et elle ont été liés. Ouais. Il ne nie pas, mais dit qu'il a été flatté de l'attention de la jeune femme, mais ne l'a jamais aimé en retour. À ces explications, qu'elle croit, Renissem comprend mieux les sentiments de Nofret à son égard. En fait, elles étaient rivales, parce que Nofret a bien senti qu'il l'avait aimé dès le début. Du coup, elle était forcément jalouse. Surtout qu'elle avait un tempérament et l'habitude qu'on ne lui refuse rien et que tout le monde se courbe à ses pieds. Kameni remarque que Renissem a parfois l'air absent et lui fait comprendre qu'il souhaite occuper toutes ses pensées. Il est un petit peu relou quand même. Il quelques red flags quand même. Voilà, il est sympa, il est mignon, il a l'air relativement prévenant, mais... T'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. C'est ça, mais je veux pas t'épouser. Voilà. Mais... Pour ceux qui reconnaîtraient, mi des années 80. Voilà. Mais c'est vrai que il est un peu possessif, quoi. Juste un peu. Renissem a convoqué Ennet. Elle sait que c'est elle qui avait ramené le coffret à bijoux de Nofret, coffret qui contenait une demi-amulette dont l'autre moitié était possédée par Kameni. Donc elle voulait que Renissem comprenne. Ennet ne dément pas et semble savourer ce tour, se montrant presque déçu que cela n'ait pas causé de dispute. Son ton change du tout au tout quand Renissem lui parle du collier, et elle apparaît alors affolée. Elle explique que Nofret le lui avait offert. Mais lorsque l'enfant en a parlé lors de l'empoisonnement, elle a paniqué. Renissem comprend qu'Ennet aime tout savoir, mais que ce savoir pourrait désormais la désigner comme cible. Ennet en est persuadée. Elle finira par être celle qui donne les ordres, et avoue qu'elle haïssait Achayet. Et sa fille... Donc, qu'elle servait d'ailleurs. Qu'elle servait, servait. Et sa fille n'est-elle pas son portrait craché? Alors à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être Ennet en fait qui tuait tout le monde parce qu'elle était amoureuse de Imhotep et elle voulait devenir la maîtresse de maison. Donc elle voulait profiter de la faiblesse d'Imhotep après toutes ses morts pour prendre la place en prenant soin de lui en disant tu vois, moi je m'occupe de toi et pas les autres. Ouais. En tout cas, Renissem, elle est ravie, elle est pas déstabilisée par cet aveu, au contraire, elle est contente parce qu'elle a la confirmation de ce qu'elle suspectait depuis un moment. En fait, elle les déteste tous. Enfin, je te l'ai fait dire. Voilà. Chapitre 20. Voilà, j'ai pas noté de quand ça date, tant pis. Deuxième mois de l'été, 15e jour. Merci. Et ça pense à la série de meurtres en cours. Elle ne compte pas être la prochaine, comme on l'avait dit, et a donc pris des dispositions. Elle marche cependant sur des œufs, car si elle a son idée sur le coupable, elle n'a pas de preuves. Elle se félicite également d'avoir jeté Renissem dans les bras du beau Kameni. Une fois partis, ils ne risqueront plus rien. Elle fait porter un message à Ori qui doit la retrouver demain, puis s'assoupit sous les massages d'une servante. Lorsqu'elle se réveille, elle est paralysée et se rend compte que malgré ses précautions, elle a été empoisonnée à son tour. Mais comment? Elle réalise que le poison se cachait sans doute dans son onguent, l'absorption se faisant par la peau. C'est dur à dire onguent quand on a le boucher. Onguent. Dans son onguent. Dans son baume de massage. Dans son baume de tigre. Ouais, elle a été massée avec du poison. Son corps est découvert le lendemain. Et tous, hormis au moins Ori, semblent penser à une mort naturelle. Lui sait qu'elle voulait lui parler de quelque chose, et que cela a sans doute causé sa mort.
Chapitre 21, deuxième mois de l'été, 16e jour. Renissem demande à Ori s'il croit à un nouveau meurtre, ce qu'il confirme. Elle ne comprend pas comment cela pourrait être possible et évoque la piste magique. Il la réconforte et explique qu'Essal avait trop dévoilé son jeu, ce qui a poussé à son élimination. Elle prend peur, mais Ori parvient à la rassurer. Il lui dit qu'elle est en sécurité, au moins pour aujourd'hui. Et surtout, elle doit lui faire confiance. Renissem observe Kate et ne peut s'empêcher de la soupçonner. Alors, est-ce que ce serait elle ou Ennett? Kate entame la conversation qui très vite s'oriente sur les meurtres. Elle ne s'émeut que peu de la mort de Sobek, qui, bien que lui ayant donné de beaux enfants, n'a jamais été ni tendre ni même fidèle. Elle avoue également qu'elle n'a jamais aimé Imhotep et son caractère. Ouais, c'était pas pour revenir à Sobek, elle dit que c'était un ivrogne qui allait quasiment la gueuse, qui allait au bordel tous les soirs au village et qui même pas capable de ramener une maîtresse correcte à la maison. Elle aurait accepté une maîtresse en mode concubine, mais pas les prostituées comme ça. D'ailleurs, elle semble faire assez peu de cas des hommes de manière générale. Ouais. Et donc voilà, Imhotep en prend pour son grade aussi. Il a toujours été un peu directif, un peu faiblard aussi. Voilà. Donc si lui meurt ainsi que Yarmoz, qu'elle juge condamné, elle aussi, c'est Ori qui administrera la propriété. Et c'est, selon elle, la meilleure chose qui pourra arriver à ses enfants. Parce qu'elle considère que Ori, il est extérieur à la famille. Voilà, il pourrait être équitable entre les enfants de Yarmoz et les siens. Sonné devant de tels aveux, Renissem ne sait plus qui est la plus susceptible d'avoir tué. Elle va confier ses doutes à Yarmoz, qui peine à croire que Kate puisse être coupable. Il semble privilégier la piste Ennett, qui du reste gagne peu à peu de l'influence sur son père. Il assure sa sœur qu'il a un plan. Chapitre 22, deuxième mois de l'été, 17e jour. Lors d'une conversation avec son père, Yarmoz réalise qu'il est désormais sous l'emprise totale d'Ennett, et veut qu'on lui obéisse en tout. De toute façon, Imhotep, il passe d'une influence à l'autre. Il fait que ça tout. Au début, c'est Nofret. Après, quand Ori essaie un peu de l'orienter, il dit peut-être, etc. Et après c'est Ennett. De temps en temps, Essa quand il retourne voir sa mère pour quelque chose. Voilà, on imagine aussi que Hippie, s'il savait y faire, il pouvait obtenir pas mal de choses. On retrouve la servante en train de se servir, c'est le cas de dire du coup, dans les anciens draps d'Achayet, donc son ancienne maîtresse, avec jubilation. Yarmoz la prend sur le fait. Oui, d'ailleurs, cette scène, je l'imagine très bien dans un rayonnage en train de caresser les draps, les pieds, dire, t'as vu, Achayat, qu'on va faire de tes draps, ça va servir à enterrer ton fils, ça va servir à enterrer ta belle-mère, tu te rends compte, toute ta famille va y passer. Enfin, j'imagine très bien cette scène. Elle a complètement pété un boulon. Complètement. Donc, il la prend sur le fait, mais loin de se démonter, elle assume et ses actes et sa nouvelle autorité, allant jusqu'à défier Yarmoz. Il demande si, selon elle, des meurtres vont encore survenir, et si Renissem est en danger. Elle, de son côté, continue de jubiler. Et voilà, elle dit que non. Pour elle, la prochaine victime, elle sait très bien qui c'est, et normalement c'est pas Renissem. Il finit par céder, et en s'éloignant, confie à Ori ses doutes sur la santé mentale d'Ennett. En même temps, c'est pas la seule à commencer à péter un câble. C'est clair. Après, au bout de... C'est déjà le 5e meurtre, je crois. Attends, on a Nofret. Ouais. Satipi. Le jeune homme. Sobek. Yarmoz qui a failli passer. Ouais. Hippie. Ouais. Essa. Ouais. Ça fait 6. C'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Renissem ne parvient pas à se calmer. Et ce n'est pas l'état de son père, qui pense qu'elle va épouser son défunt mari Kai, qui va la rassurer. Donc, oui, c'est ça, il est en train de complètement décarrocher, lui. Voilà, c'est fini, on l'a perdu. Alors, il a quelques fulgurances, mais bon, c'est compliqué quand même. Et surtout, en plus, il insiste bien qu'il faut faire tout ce qu'Ennett veut, donc voilà. Ennett qui vient la trouver lorsqu'elle est seule, donc Renissem, pour lui transmettre un message d'Ori. Elle doit le rejoindre au tombeau au coucher du soleil et s'assurer que personne ne la verra. Ennett jubile à nouveau. J'utilise beaucoup jubiler, mais c'est un peu son état, ouais, c'est ça. Dès qu'elle peut faire un truc un peu mal. Voilà, elle kiffe, enfin, toutes ces années de servitude qui trouvent leur apothéose. C'est moi la maîtresse et ils sont tous en train de crever. Voilà. Donc, à nouveau, pour utiliser les draps d'Achayet pour en faire des bandelettes, elle la nargue d'outre-tombe,
elle et son père. C'est moi la maîtresse maintenant. Si haut placé, donc comme j'expliquais, c'était un nomarque, hein, donc une espèce de gouverneur. Ouais, the nomarch. D'ailleurs, elle semble savoir qui pourrait être la prochaine victime. Mais le sait-elle vraiment? Il est permis d'en douter lorsqu'elle est attaquée à son tour. D'ailleurs, Eneth, on n'a pas dit, c'est une femme qui est veuve et qui n'a jamais pu avoir d'enfant et qui en est sortie très très aigrie. Elle a perdu ses enfants et elle n'en a pas eu d'autres. Je crois qu'ils disent. C'est ça, et elle n'a pas pu en avoir d'autres. Voilà. Donc elle est attaquée à son tour, puis littéralement emmaillotée jusqu'à l'étouffement. Ouais, dans les draps. Allez hop. Donc elle qui avait l'impression de maîtriser les choses et d'être la nouvelle boss, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis à ceux qui pensaient qu'elle était coupable. Au moins c'est bien, elle est déjà emmaillotée pour l'embaumement. Ouais, puis elle est innocentée, de facto. Oui, voilà, oui. Chapitre 23, 2e mois de l'été, 17e jour. Renisemb attend Ori à l'heure et au lieu convenu. Elle pense au meurtre, à son mariage prochain, à sa propre condition, jusqu'à ce qu'elle entende des pas qui s'approchent. Surmontant sa peur, elle réalise qu'il s'agit de Yarmoz. Elle est rassurée, jusqu'à ce qu'elle voit l'expression qui déforme ses traits. Puis elle se rend compte qu'elle est à l'endroit où Nofret et ses tipis sont déjà tombés. Ouais. Celle d'un maniaque homicide dont elle va être la prochaine victime. Alors qu'il s'apprête à resserrer son étreinte autour de son cou, une flèche se fige dans son dos. Ori est intervenu avec son arc, sauvant Renisemb. Alors qu'elle peine à retrouver ses esprits, Ori commence à lui expliquer ce qu'il s'est passé. Non, Yarmoz n'a jamais été en danger. Il a volontairement pris du poison en très faible quantité afin d'être hors de tout soupçon. Son état qui peinait à s'améliorer était d'ailleurs une comédie du même tonneau. Et ça lui permettait en outre d'agir à sa guise quand il était censé se reposer. Ori est persuadé que Yarmoz était déjà perdu avant l'arrivée de Nofret qui n'a fait que servir de catalyseur pour tous, finalement. Il dit que Yarmoz est le seul qui n'avait pas changé d'attitude. D'ailleurs, je trouve que c'est complètement faux puisqu'on dit dès le début qu'il... Voilà, en fait, c'est principalement dès la mort de Nofret qui commence à tenir tête à son père, à prendre l'initiative, à envoyer bouler sa femme, etc. Donc en tout cas, Nofret qui aura, comme je disais, eu le rôle de catalyseur et qui aura fait voler en éclats ses espoirs de s'associer à son père et qui l'a fait basculer du côté obscur, littéralement. Il a ainsi tué Nofret pour ne plus s'arrêter. D'abord sa tipi, qu'il avait pris sur le fait, raison pour laquelle elle était terrorisée, c'est en voulant lui échapper paniquée qu'elle est tombée. Et son Nofret final, son dernier mot voulait dire qu'elle partageait son meurtre, le même meurtrier que Nofret. Bon, elle aurait pu être un peu plus claire quand même, elle aurait pu faire un effort au moment de mourir. Ça nous aurait évité tous ces morts. Elle a dit Yarmoz au lieu de Nofret. Voilà. Et il explique aussi que pour la mort de Nofret, il se doutait bien que c'était pas, ça faisait un certain temps que c'était passé, et donc il y avait notamment Yarmoz qui avait un alibi pour le moment où on pensait qu'elle était morte. Lui, Ori, pensait qu'elle était morte avant parce que son corps était froid quand on l'a trouvée, alors qu'elle était censée venir de tomber depuis pas longtemps. Ils ont réussi à placer le coup de l'heure de la mort qui n'est pas exact. En tout cas, Essa avait compris qu'au moment de mourir, elle ne regardait pas par-dessus son mari, dans le vague, mais bien Yarmoz lui-même, comme quoi parfois l'explication la plus simple. Voilà, c'est pour ça Essa a réagi à une parole de Eneth qui disait de regarder par-dessus son épaule et voir rien. Ouais. Ne rien voir, pardon. Mais Essa a commis l'erreur d'y faire une allusion un peu trop directe, et du coup, ça l'a mise sur la cible, sur la liste des victimes. Le petit berger, le petit garçon qui a été tué, donc qui aimait Yarmoz, qui était son protecteur. Ouais. Voilà, a été convaincu de raconter une histoire, sans queue ni tête, avant d'être supprimé à son tour par sécurité. Peu à peu, les motifs sont devenus de plus en plus bénins et les meurtres de plus en plus rapprochés. Parce qu'il devenait de plus en plus cinglé. Eneth, de son côté, avait deviné elle aussi la vérité, mais a voulu en tirer profit, le provoquant. Erreur fatale. Et malgré tout, elle a quand même joué un rôle jusqu'au bout, puisque c'est elle qui a accepté de piéger Renisemb en l'envoyant au tombeau, alors que c'était sur demande de Yarmoz et non pas de Ori. C'est ça. Ce dernier pense que dès leur plus jeune âge,
sa mère Achayette, donc la mère de Yarmoz, avait senti la part de noirceur de son fils, et que c'était la raison pour laquelle elle avait conseillé à Sobek de ne pas s'en prendre à lui. D'ailleurs, la maladie de Sobek juste après la bagarre est sonnée comme un avertissement funeste. Ori a vu son ami d'enfance s'enfoncer. Il a essayé d'empêcher cela, notamment en faisant en sorte que Yarmoz ait la reconnaissance qu'il souhaitait, et il était pas très loin d'obtenir gain de cause, mais c'était trop tard. Nofret est arrivé et ça a tout gâché. Voilà. Une fois les faits exposés, Ori dit qu'il n'a plus de raison de taire les sentiments qu'il avait pour Enisen. Ouais, c'est du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire... Ouais, bah maintenant qu'on sait qu'il y a la résolution des morts, voilà, maintenant faut que tu saches que je te kiffe. Allez. Voilà. Elle semble d'abord partie pour rester avec Kameni, puis demande à Ori de choisir pour elle. C'est un peu curieux. Devant son refus, elle réfléchit à ce que serait sa vie avec chacun d'entre eux, et finit par écouter son cœur, et choisir Ori. Voilà, et elle dit surtout, ce qu'il la décide, c'est que si elle avait demandé à Rameni de l'aider à choisir, il lui aurait dit, bah viens avec moi, alors que Ori la laisse choisir, et qu'elle se dit qu'elle sera peut-être plus libre dans cette vie avec lui qu'avec... Et oui. Et donc, elle va pouvoir reconstruire sa vie, donc la vie qui triomphe donc au final de la mort. Voilà. Voilà, et ça se finit en disant qu'elle se rend compte qu'elle a complètement oublié à quoi ressemblait son mari, qui a quelques mois auparavant été... Et elle se dit que quand Ori mourait, elle a jamais vraiment fait attention à quoi ressemblait Ori maintenant, et que quand il mourrait, bah justement, elle se souviendrait bien de lui parce que c'est pas le physique qui l'intéresse, mais qui il est réellement à l'intérieur. C'est beau quand même. C'est beau l'amour. C'est beau, on dirait du veau. T'es bête. Voilà, c'est fini. Ah bah voilà, bah on va, maintenant qu'on a fait ce résumé, bah alors notre cher invité, du coup, vas-y mon chéri. Avis sur le roman. Moi je suis plutôt mitigé. Ouais. Il y a bien sûr l'exotisme de l'Égypte qui est très intéressant. Ouais. En plus, le tout est plutôt bien documenté. Comme tu le disais, dans notre édition, en plus, il y a des notes de fin de page qui te donnent du contexte. T'as des choses, t'as des éléments qui font vraiment le truc bien renseigné, quoi. C'est-à-dire le calendrier, les rites funéraires, tout ça. Enfin, l'organisation de l'Égypte. Donc ça a un côté très plaisant. Puis bah forcément, l'Égypte fait partie des cultures qui pour nous Européens, particulièrement Français, merci Champollion et Napoléon, exercent toujours un attrait particulier. Donc ouais, ça fonctionne. Et puis après tu te dis que forcément Christie elle connaissait son sujet et puis que même sur les trucs sur lesquels elle hésitait, elle avait un archéologue sous la main, son mari. Plus... Ben non, il était pas là quand elle a écrit. J'allais dire plus tous ses copains si besoin. Ouais, plutôt, ouais. Donc voilà, elle envoyait un petit message, elle envoyait sa liste de questions, un petit mail et puis voilà quoi, c'était fait. Un mail, une lettre. Eh oui, tout à fait. Un mail, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas dit un email. Donc ce côté-là est bien rendu, mais ça reste un Christie transposé en Égypte. C'est-à-dire que l'intrigue, les personnages sont excessivement christiens. Elle le dit dès le départ dans son avant-propos. Elle indique que c'est un roman qu'elle a placé en Égypte ancienne pour le défi, mais qu'elle sait très bien que ça pourrait se passer dans n'importe quel endroit. Ouais, mais trop. Parce que ça peut pas se passer dans un autre endroit en vrai qu'en Angleterre. Parce que c'est des Anglais qui sont déguisés en égyptiens. On s'attend presque à ce qu'ils discutent de l'affaire autour d'une infusion d'hibiscus. Alors ça doit arriver un moment. Voilà, un petit carcadet, voilà. C'est en fait leurs réactions sont vraiment très archétypales des personnages que tu rencontres chez Christie. Et il est fort à parier que si on faisait lire le roman à une personne familière de son style, cette personne saurait reconnaître l'auteur. À mon avis, enfin voilà, je suis prêt à mettre un petit peu de sous là-dessus. Et il y a aussi un autre truc qui m'embête, c'est que les personnages, justement, se comportent un peu trop comme les enquêteurs amateurs de Christie. C'est-à-dire que très vite, ils ont des réflexes, en fait, comme s'ils étaient coutumiers des romans policiers. Ouais. Ils ont, alors, tu vois, et d'ailleurs, alors, c'est peut-être uniquement en VF, ils emploient même le terme de mobile. Ah non, ça, j'ai pas entendu parler de mobile. Qui, pour moi, est clairement anachronique. Complètement. Donc, voilà. Et donc, à moins qu'ils aient suivi les enquêtes d'Hercule Poirot-Tep, le célèbre enquêteur des pharaons. Voilà, donc il y a des choses qui marchent, mais
Attends, je suis en train de faire une recherche dans le bouquin. Où est-ce que c'est la recherche là-dedans? Alors moi j'en ai, c'est cité 3 fois dans le page 183-184. Quel chapitre? Page 183, je vais te dire ça, c'est à peu près la moitié, ça te va? J'ai 118 pages dans mon exemplaire parce que c'est écrit en tout petit, c'est un tapis. Chapitre 16, deuxième mois de l'été, premier jour. C'est plutôt vers la fin du chapitre que le début. Alors, Ori poursuivi. Seulement ce mobile ne me paraît pas évident. Page 184. Clairement, le mobile n'a rien à voir avec une quelconque histoire de haine personnelle. En effet, concédant ça, le mobile est nettement plus obscur. Donc tu vois, 3 fois mobile, enfin tu vois, ça, moi c'est un terme qui forcément est clairement anachronique. Sauf quand t'as lu, enfin t'as vu tous les épisodes de New York Unité Spéciale, quoi. Donc elle dit à un moment, nous mettre en garde. The motive was not of a personal hate. Ah, the motive, ok. Motive, la motivation, tu vois pas le mobile, c'est pas la même chose, hein. Après, faut voir, mais The motive is more obscure than that. Ouais, c'est ça, c'est les trois occurrences de mobile dans la version française. But who could wish to kill Yamos? Donc voilà, en tout cas. C'est plus motive. Attends, j'ai DeepL sous la main, je vais regarder. Traduit sur mobile, hein, quand même, motive. Ouais. Donc malgré. La raison, la motivation, l'occasion. Ouais. Donc c'est un peu plus ambigu en tout cas en anglais, mais en français le traducteur a choisi mobile et voilà, je trouve que c'est un peu anachronique. C'est un peu maladroit. Ouais. Voilà. À toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce roman? Alors, j'aime beaucoup le contexte de l'histoire en fait, l'avoir placé ça dans une famille égyptienne d'il y a 4000 ans maintenant. Je trouvais ça vachement bien, c'était déjà ado quand je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé pour ça. Après, comme tu dis, moi, j'aime bien, moi, les romans d'Agatha Christie, et donc, retrouver ce fonctionnement, forcément, ça m'a plu. Je comprends Mes réserves. Oui, tes réserves. Au fait maintenant que tu le dis, oui, c'est un comportement très british qu'ils ont, effectivement. Je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça, se soit passé. J'ai lu assez de Christian Jacques pour comprendre, pour voir des différences, par exemple. Mais j'aime bien, c'est agréable à lire, ou à écouter d'ailleurs. C'est parfois un peu lent quand même. Il y a eu des moments, je trouvais, où c'était un peu lent. Tu t'attendais qu'il se passe des choses, mais au début, parce qu'après, au début, ouais. Au début, après ça enchaîne. Mais... Après ça meurt à tous les coins de page, donc. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a manqué, c'est un enquêteur. Ouais. Exactement. C'est ça qui manque, je pense. C'est un roman de déduction plus que d'enquête. Bah oui. Je te dis, Hercule Poirot-Tape était pas dispo. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on peut comprendre, puisque je suis pas sûre qu'il y ait une police qui existait en Égypte antique, ou qu'en tout cas, il y ait des enquêtes comme ça qui soient menées en cas d'empoisonnement, quoi. C'était laissé à la justice divine, je pense. Et c'était question que quand son âme sera pesée dans la balance divine, il ira en enfer, il aura pas le droit de revivre le paradis sur terre. Je pense. Donc, à mon avis, si tu faisais des conneries. Oui, il y avait certainement quand même. Surtout à l'époque, ça devait pas être. Bon, alors, dans le doute où tu serais pas jugé en enfer, on va quand même te couper un membre pour être sûr que tu recommences pas. Alors, je dis ça, je dis peut-être une bêtise. Hein. Oui, à l'époque, ce genre de châtiment n'était pas. Va relire Christian Jacques. Ouais, n'était pas peut-être pas de rigueur, mais en tout cas. L'image que j'ai de la culture égyptienne, c'était pas une culture hyper permissive envers ceux qui commettaient des infractions, quoi. Ouais, voilà. Mais bref, moi, c'est vraiment ça qui me manque, c'est quelqu'un qui, il y a Essa qui prend un peu ce rôle-là par moment, mais ouais, il manque c'est vraiment chacun déduit. En fait, il y a pas vraiment de preuve que ce soit Yermos, c'est vraiment de la déduction, et on le conduit à la faute pour pouvoir prouver que c'est lui, en fait. Et ça, pour le coup, moi, enfin, je suis désolé pour toi, mais enfin, entre guillemets, mais je suis content qu'elle soit morte, justement, parce qu'elle, dès le début, elle a tellement un rôle marpelien, j'ai envie de dire, oui. que je me suis dit, ouais, si c'est elle qui conduit tout le truc, alors que les autres, ils captent rien, ça m'aurait un peu frustré. Et là, le petit twist de faire mourir la mémé sympathique, j'avoue, ça m'a plu. J'étais un peu sadique sur ce coup-là. T'as le droit. D'ailleurs, en parlant du manque d'un enquêteur, c'est un critique des années
donc Christian Bernard, je crois, un truc comme ça. En tout cas, c'est Bernard, son nom de famille, qui a fait une critique globale de l'œuvre de Christie en lisant tous les romans et la critique un par un. J'en parle de temps en temps. Qui a dit que pour lui, ce roman, c'était le Noël d'Hercule Poirot transposé en Égypte. Ah. C'est un peu ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, je souligne le gros boulot qui a été fait de mise en contexte, qui est vraiment très très agréable. Parce qu'on n'avait pas à se dire, mais c'est bizarre ce truc-là, pourquoi ils font ça? Il y a des explications, même sans avoir eu toutes les petites notes de bas de page, malgré tout, on comprend ce qui se passe, rien que par le texte du roman, et c'est plutôt sympa. Ouais. Même quand on n'est pas familier à toute l'histoire de la culture égyptienne. Et alors le meurtrier, est-ce que tu l'avais trouvé? Non, carrément pas. Alors moi, je suis passée par tout le monde sauf lui. Ouais, moi, toi, tu l'as eu assez tôt, je crois. Ah, bah, presque dès le début, en fait. Moi, j'étais vraiment sur Ennett de la moitié, à partir de la moitié du bouquin. Pour moi, c'était Ennett. En fait, tous les red flags des anciens Christie me sont tombés dessus par rapport à lui. Justement, quand on parle de Satipi, que plus parler en sa présence, je me dis, oh, elle sait un truc, elle a peur de lui. Après, quand il est empoisonné, je fais, oh, ah ouais, mais sauf que son frère, il meurt et pas lui. Je fais, oh là là. Alors moi, tu vois, Satipi, qu'elle se peut parler en sa présence, pour moi, c'était, juste qu'il y avait toujours quelqu'un dans l'entourage qui faisait qu'elle avait peur. Et ben ça marchait bien avec Ennett qui traîne toujours partout, tu vois. Oui, bien sûr. Et qu'elle osait pas parler du coup parce qu'elle avait peur de se trahir et de. Moi ça, pour le coup, ça m'a trop aiguillé sur d'anciennes affaires C'est bien possible, ouais. De Christie, etc. Et chaque truc, le gamin qui est lié à lui et qui donc on sent bien que le gamin il l'aime bien donc il va mentir pour lui et il disparaît. Bah comme c'est pratique. En fait, à chaque élément, je fais oh la vache. Alors lui. D'un autre côté, c'était qui te double. Si c'était pas lui, je me faisais vraiment trimballer de bout en bout. Tu vois, moi, j'ai pris tous les red flags pour Ennett. Ah ouais, bah, c'est un peu logique. Et en même temps, c'est vrai que bon, Ennett, finalement, l'arrivée de Nofret, pareil, elle pouvait s'en servir comme d'un catalyseur, mais il y avait pas vraiment de raison. Mais par contre... si, parce que si elle est amoureuse d'Imhotep et qu'elle espérait prendre le lead de la maison un petit peu à la fois par son influence, l'arrivée de Nofret, qui elle avait une énorme influence et qui avait une légitimité pour avoir cette influence, ça la menaçait et ça pouvait remettre en cause tout le boulot de sap qu'elle avait fait depuis un certain temps. Ouais, éventuellement. Non, mais moi je suis pas parti là-dessus, effectivement. Mais donc voilà, mais c'est vrai que j'avoue qu'en général, j'ai tendance à apprécier aussi un peu plus les Christie où je me plante. Donc, oui, bah oui, c'est normal. comme là, effectivement, j'ai vu assez clair très tôt dans la trame, ça n'a pas plaidé en faveur du roman. Alors moi, je dirais que je recommande la lecture de ce roman pour tout le travail de contexte et de mise en situation. Mais si on cherche une intrigue qui va faire exploser le cerveau, c'est pas ça qu'il faut lire. On peut rester sur cette analyse-là, effectivement. Voilà. On va maintenant parler de la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et Delphine, c'est à toi. Alors, on traîne depuis 2-3 épisodes entre 1943 et 1944. La guerre s'étire, ça dure, ça commence à être long. Agatha Christie suit un rythme de vie assez monotone entre écriture, envie de retrouver Max, donc correspondance avec lui, et les voyages au Pays de Galles pour aller voir sa fille Rosalind, qui est enceinte, et donc à partir de septembre 1943, son petit-fils Matthew qui est né. C'est une période compliquée donc pour elle, puisqu'elle aimerait que son mari soit près d'elle. Heureusement, elle peut compter sur la présence d'amis, dont notamment Stephen Glanville, professeur d'égyptologie, qui a notamment aidé Max à trouver, il est d'une certaine manière responsable de l'éloignement de Max, mais c'est grâce à lui qu'il a trouvé un boulot qui l'empêche de tourner en rond à Londres et d'être chiant avec Agatha, parce qu'en fait c'était un peu ce qui se passait au bout d'un moment. Il est professeur d'égyptologie et on va dire qu'entre eux c'est une amitié à bénéfice mutuel qui se met en place. Il la soutient et la distrait pendant qu'elle lui permet d'oublier un peu l'absence de sa femme et de ses enfants qui sont réfugiés au Canada. Et il lui permet également d'oublier la pression causée par son travail à Whitehall. Donc j'ai oublié ce que c'était Whitehall, pourtant j'ai regardé hier. Mais disons que c'est un ministère, je me demande si c'est pas le ministère de la guerre qui se trouve par là. Bref. Son travail administratif, puisque pendant la guerre il peut plus trop jouer son rôle d'égyptologue et... Whitehall, ça ressemble à un truc qui pourrait être dans un roman de Tolkien, tu vois, genre les halles blanches. Whitehall. Le siège traditionnel du gouvernement du Royaume-Uni. Ah bah ok. Voilà. Et donc, dans sa correspondance avec Max, Glanville reconnaît apprécier le soutien que lui offre Agatha, en qui il a toute confiance. Il passe des soirées avec elle à lui confier ses soucis, qu'elle écoute d'une oreille attentive et compatissante. Et Agatha, de son côté, elle écrit aussi à Max à propos de sa relation avec Stephen Glanville,
sans pour autant dévoiler les secrets, en lui disant qu'elle est bien contente d'avoir un compagnon pour ses soirées et elle a bien conscience du soutien qu'elle lui apporte, mais que lui aussi l'aide beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui va lui donner l'idée du roman « La mort n'est pas une fin », en la mettant au défi d'écrire un whodunit qui se passe en Égypte antique. C'est peut-être pour ça que t'as eu une impression de roman un peu artificielle là-dessus. Parce que c'était plus un défi qu'un roman dont elle a eu l'idée elle-même. C'est tout à fait possible. Pour l'aider, il lui prête de nombreux livres qu'elle qualifie d'adorables, dont notamment un livre que lui-même a écrit sur la vie quotidienne en Égypte antique. Dans un premier temps, elle se contente de les lire, puis finit par se mettre au travail courant juillet 1943 pour ne pas devoir s'avouer vaincue. L'un de ses livres parle des papyrus d'Akhenaté, trouvés dans une tombe près de Luxor au début des années 1920 donc, par une expédition du Metropolitan Museum of Art. C'est moche ce que tu viens de faire, parce que maintenant, c'est vrai qu'il est important de préciser que les années 20... Année 1920, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, on se sent très vieux. En même temps, 2020, elle était plus vivante, donc... Oui, mais c'est intéressant d'apporter la précision quand même. Et pas 1820, parce que moi, j'étais plus pour 1820 ou 1920. Ok. Et donc, ces papyrus d'Akhenaté, c'est un ensemble de lettres écrites par un propriétaire terrien, je crois qu'il y en a 3 ou 4, qui était chargé de veiller sur la tombe d'un notable. Dans ces lettres, l'homme se plaint de sa famille et du traitement que cette dernière réserve à sa jeune concubine. C'est ce qui lui donnera à Agatha la première inspiration. Elle remplit des carnets de citations et inonde Glanville de questions. Ça, pour le coup, c'est chouette comme anecdote. Mais ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est basée sur une vraie... sur un vrai gars qui se plaignait vraiment de sa famille. Je trouve ça top. C'est ça que j'aime bien, en fait. Souvent, et c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'anecdote sur les bases d'inspiration d'Agatha L'histoire ne Christie. dit pas s'il y a eu 7 morts en l'espace de quelques mois dans sa propriété, mais... Voilà, c'est là où mon papa, ils étaient 10, où il y a 10 morts en 3 jours. C'est parce qu'il y avait plus grand monde à tuer sur la fin, donc il fallait... Donc, fin juillet 43, Agatha termine le premier jet de son, entre guillemets, histoire de détective sous la 11e dynastie égyptienne, comme elle le décrit. Elle le soumet à Glanville pour relecture, inquiète de son avis. Il pourrait ne pas aimer, et avec tout son tact, ne pas savoir comment le lui annoncer. C'est du moins la crainte qu'elle dévoile à Max dans une lettre. Elle y écrit aussi qu'elle s'est sentie très découragée à mi-chemin de l'écriture, comme souvent quand elle écrit un roman, et qu'elle a failli abandonner en cours de route. Elle allait écrire dans ce sens à Glanville, mais Rosalind a lu la première partie, et l'a beaucoup aimé, ce qui a motivé sa mère à continuer son travail. Max inquiet écrit à son tour à Glanville, donc ça fait vraiment l'information circulaire. Radio Moquette. Radio Moquette, oui, c'est ça. Max inquiet écrit à son tour à Glanville qui va le rassurer. Aucun élément n'a été ajouté qui n'était pas essentiel, ou du moins parfaitement naturel dans la narration de l'histoire. Pas de frime à tout prix. En même temps, il va y avoir suffisamment de sentiments égyptiens implicites pour qu'il soit impossible pour le profane de penser que cette histoire particulière ait pu se passer à Pimlico, je ne sais pas où c'est, et pour faire sentir à l'égyptologue qu'il n'avait aucune raison pour que ça ne soit pas produit à Thèbes. C'était une chose extraordinairement difficile à faire et elle l'a fait. Donc ça, c'est une citation de la lettre de Glanville à Max. Cet enthousiasme de Glanville suffit à rassurer Max qui craignait que sa femme et son ami ne produisent quelque chose que lui-même n'aurait pas aimé. Pour 2 raisons. D'un côté, parce que ça aurait été renier le professionnalisme de sa femme en fournissant une histoire qui n'est pas de qualité, et d'un autre côté, ça aurait été mettre à mal son boulot d'archéologue et de tous les archéologues et égyptologues qu'il connaît en ne respectant pas la vérité historique. Voilà, exactement. C'était quand même un peu le cul entre 2 chaises. Si c'est pas bien au niveau historique, il va se mettre à dos ses collègues ou il va se sentir un peu bête. Si l'intrigue est pas bonne et qu'il aime pas sa femme, elle va râler. Et puis il risque d'y avoir des bisbilles entre son pote et sa femme. Compliqué. L'enjeu était fort. Mais ouais. Ça, j'aime bien ce genre de truc, trouver ce genre d'informations dans la biographie, j'aime bien. Et finalement, le fait que les éditeurs d'Agatha, aussi bien Edmund Cork pour Dodman & Company que Collins, ont aimé beaucoup le roman, ça a achevé à le rassurer. En août 1944, Rosalind apprend que son mari est porté disparu au front, Hubert Pritchard. Elle est persuadée qu'il est mort, bien qu'Agatha essaie de l'aider à garder espoir. Et c'est seulement en octobre de la même année qu'elle apprendra que son mari est décédé au champ d'honneur pendant la bataille de Normandie, en août 44 donc. Christie soutient sa fille comme elle peut, ni l'une ni l'autre n'étant très portée sur la démonstration sentimentale. Elle est présente près d'elle autant que possible et multiplie les allers-retours depuis Londres. Elle est pourtant bien occupée par son travail d'écrivaine. Elle adapte pour le théâtre Rendez-vous avec la mort, termine d'écrire un Westmacott, Loin de vous ce printemps,
Mais le point final à la pièce, ils étaient 10, elle publie leurs 0, elle participe à la mise en scène et assiste aux répétitions de sa pièce Hidden Horizon, qui est une réadaptation de Moon on the Nile, pièce qui a été à l'origine de l'écriture du roman Mort sur le Nil. Elle écrit encore et encore, a des idées dans ses carnets, dans tous les sens, notamment un drame familial teinté de tragédie grecque qui donnera Meurtre au champagne, par exemple. Elle écrit encore des poèmes, un autre roman, Le Vallon. Enfin, elle est vraiment très occupée. Et donc, fin 1944, Agatha cesse de travailler au dispensaire où elle était encore employée, non parce qu'elle était épuisée, bien qu'elle le fût, mais plus parce que son travail théâtral l'amenait souvent hors de Londres. Et donc, elle n'arrivait plus à concilier les déplacements et l'activité au dispensaire. En effet, la première de Rendez-vous avec la mort doit avoir lieu en février 1945 à Glasgow, mais Agatha n'y croit pas. On est en décembre, et il n'y a pas encore de producteur ni d'acteur, et les dates de représentation sont déjà bloquées. La pièce sera finalement jouée au théâtre de Piccadilly à Londres en mars 1945, et les critiques seront dures. Cet accueil plus que tiède va rendre difficile la mise en place de la pièce Hidden Horizon à Londres. Elle sera d'ailleurs plutôt jouée aux États-Unis, et pendant longtemps elle va rester un certain temps à Broadway. Je me demande s'il n'y a pas encore quelques représentations de cette pièce qui ont lieu à Broadway, mais à Londres elle n'a pas été jouée avant très très récemment. Courant 1944, Agatha demandera aussi à Stephen Glanville de trouver du travail à Max, qui lui permettrait de rentrer en Angleterre, ou de lui trouver à elle un travail du côté de Tripoli pour qu'elle puisse le rejoindre. De son côté, elle va également chercher un poste. Elle finira par trouver un travail en lien avec le théâtre qui devrait l'amener près de la position de Max. Et je vous en dirai plus pour le prochain roman, parce qu'autrement, j'aurai plus rien à dire. Comme indiqué précédemment, on trouve de nombreuses références à La mort n'est pas une fin dans les carnets d'Agatha Christie. John Curran a relevé au moins 80 pages dans 5 carnets différents, sachant qu'il y a certains romans où on est à 4-5 pages, et d'autres romans on est sur une trentaine. Ouais, pour le coup, c'est normal qu'elle ait eu besoin de prendre pas mal de notes pour se baser sur pour pas raconter trop de bêtises. Exactement. Parce qu'elle sortait largement de sa zone de confort. Complètement. On trouve dans ces notes notamment 16 pages sur les us et coutumes de l'ancienne Égypte, avec de nombreux exemples de la vie quotidienne clairement issus des œuvres prêtées par Stephen Glanville. On trouve également le fonctionnement habituel de Christie pour organiser ses idées. Elle écrit les éléments importants de l'histoire, attribuant une lettre à chacun. A. Un prêtre de Cadre près de Thèbes. B. Il ramène sa concubine. C. Et ainsi de suite. Et ensuite, elle réorganise les lettres dans l'ordre qui lui plaise pour dérouler son intrigue. Dans les notes des carnets, les personnages principaux sont assez rapidement dégagés, même si leur nom change plusieurs fois. Et d'ailleurs, quand on lit ça, c'est un peu... Heureusement qu'on a des indications sur la position du personnage, parce que comme c'est des prénoms inhabituels, on a du mal à savoir si c'est un personnage masculin ou féminin, par exemple. Oui. Élément intéressant dans ces carnets, Christie a envisagé à un moment de faire un parallèle entre son histoire antique et une histoire contemporaine. On aurait suivi la vie de la famille d'Imhotep, ses enfants, sa jeune concubine, et celle d'un professeur londonien, ses enfants et sa jeune femme. Ça aurait été cool. L'intrigue n'est pas complètement développée, et on peut se demander jusqu'où aurait été le parallèle entre les deux familles à deux époques radicalement différentes. Et effectivement, elle a arrêté de développer ça parce que ça demandait beaucoup de travail. Et je pense aussi, il semblerait, d'après les indications de John Curran, qu'elle l'a arrêté aussi parce que ça aurait voulu dire passer moins de temps à raconter l'histoire de la famille d'Imhotep et pas avoir la possibilité non plus de développer l'histoire de la famille de ce professeur qu'elle avait nommé je ne sais plus comment, parce qu'il fallait qu'elle tienne dans ses 200 pages, quoi. Et après, ça aurait peut-être été un peu une réminiscence aussi du roman de la momie, de Théophile Gautier. C'est possible, je m'en souviens plus. Je sais plus si c'était avant ou après, je suis très mauvais en date. Gautier, c'est avant. C'est avant. Donc voilà. Donc, je me souviens plus du roman de la momie, ce que ça raconte. Bah, je crois justement que c'est une momie qui est découverte et on découvre sa vie, et puis pas à côté de ça, on continue de suivre l'égyptologue qui a fait la découverte, etc. Tu vas me donner envie de le relire. On doit l'avoir à la maison. Oui, on l'a, ça je suis sûr. 1857, effectivement, non loin du Nil, un jeune aristocrate découvre une tombe inviolée, personne n'a foulé le sol depuis 3500 ans, une momie parfaitement conservée d'une jeune femme d'une magnifique beauté appelée Tahoser. C'est pas, moi, il me semblait qu'il tombait amoureux de cette momie, oui. Et qu'il était hanté par le fantôme. Tout à fait. Ouais, donc je m'en souviens quand même. La vie du Tahoser, Ah, bah alors, ouais, non, ils le font pas plus que ça, alors, ouais, alors. Et il y a aussi, attends, je vais retrouver, parce que sinon ça va m'agacer. Barjavel, il a écrit quoi? Il a écrit, c'est La Nuit des Temps, tout simplement. La Nuit des Temps? C'est une découverte d'une espèce de sarcophage, même si c'est pas égyptien, en Antarctique.
et où on suit une civilisation disparue sous la glace depuis 900 000 ans. Ouais. Je me demande si on suit pas aussi un petit peu l'histoire du découvreur. D'accord. Bref, donc voilà. Donc elle a finalement pas suivi cette piste. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Dans son autobiographie, Christie évoque la fin du roman et une certaine insatisfaction à ce sujet. Elle reconnaît l'avoir modifié. Donc elle avait écrit une fin et elle l'a modifiée à la demande de Stephen Glanville. Et en fait, elle le dit comme ça dans son autobiographie. Stephen Glanville a beaucoup discuté avec moi d'un point de mon dénouement, et je regrette de dire que j'ai fini par céder. Quand je pense avoir raison sur un point d'un livre, sur la façon dont il devrait être, je ne change pas facilement d'avis. Dans ce cas, j'ai cédé contre mon gré. C'était un point discutable, mais quand je relis le livre aujourd'hui, je pense encore qu'il faudrait réécrire la fin. Toutefois, j'étais gênée par la gratitude que je ressentais envers Stephen pour tous les efforts qu'il avait déployés, et par le fait que c'était son idée au départ. On trouve plusieurs hypothèses sur l'identité du tueur, notamment ça pourrait être Eneth, qui est justement amoureuse d'Imhotep. Oh, j'avais trouvé l'idée. Ou Ori, qui aurait une histoire avec Nofret, par exemple. Pas Ori, je me suis trompée de scribe. Kameni, qui avait une histoire avec Nofret. On n'a aucune idée plus que ça. Il y a juste quelques notes dans les carnets, mais on retrouve nulle part cette première fin qu'elle avait écrite. Donc ça reste que des hypothèses. Et les gens s'en donnent au cœur joie en disant ouais, mais non, mais en fait c'est un autre tueur, ou bien non, mais elle part avec aucun des deux scribes. Non, mais c'était une fin vachement plus tragique que celle-là. Il y a personne qui sait réellement de ce dont il s'agit. Et c'est dommage parce que c'est vrai que moi la fin comme ça, bon encore une fois une happy end amoureuse comme Chrissy aime les faire, mais j'aimerais bien savoir ce à quoi elle avait réellement pensé au départ. Et qu'est-ce qu'elle appelle la fin ? Est-ce que c'est le dernier chapitre ? Est-ce que c'est à partir de la mort d'Essa ? Est-ce que, tu vois, il y a plein de façons de l'interpréter aussi. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que pour moi, la mort n'est pas une fin. Ah, c'est joli, ça. T'as vu ? Bravo. On va en faire un roman. Ce roman est le seul de Christie à ne pas se dérouler au XXe siècle. Et d'ailleurs, c'est la première œuvre de cette taille à combiner la fiction historique avec une enquête. Il y a déjà eu des auteurs qui ont écrit des nouvelles ou des novellas, donc des petits romans qui mêlaient enquête et récit historique. Mais c'est la première qui a un roman complet d'un nombre conséquent de pages qui combine fiction historique et enquête. Et c'est donc le premier représentant d'un genre bien connu maintenant, le historical whodunit. Elle a toujours réussi à innover, quoi. C'est fou. Pas mal. Concernant l'accueil critique, on a l'habituel Maurice Wilson-Disher qui a écrit une critique peut-être un peu moins positive que d'habitude dans le Times Literary Supplement du 28 avril 1945. Il dit donc « Lorsqu'un spécialiste acquiert une compétence infaillible, il est tenté de rechercher des tâches exceptionnellement difficiles. Les scènes de La mort n'est pas une fin se déroulent dans l'Égypte antique. Elles sont dépeintes avec délicatesse. La maisonnée du prêtre, qui n'est pas dépeint comme personnage sacré mais comme un propriétaire terrien ordinaire, séduit immédiatement, parce que ses membres sont humains. Mais si le talent de l'auteur peut susciter l'émotion autour de la mort d'une vieille femme, il y a plusieurs milliers d'années, cette longue période atténue la curiosité quant aux raisons et aux circonstances de la mort, et de celles d'autres personnes. Je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que moi, j'ai pas besoin que ça se passe il y a 20 ans ou il y a 15 ans pour être... Il était déçu que ce soit pas en Angleterre. C'est ça. Je veux dire, c'était dans des endroits qu'il avait pu fréquenter, mais... Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Un autre critique, Maurice Richardson, dont j'ai déjà parlé aussi, qui se disait amateur de Christie, genre le meilleur amateur de Christie, écrivait dans le numéro 8 dans le numéro 8 avril 1945 de The Observer, l'une des meilleures semaines de la guerre pour le roman policier. Tout d'abord, bien sûr, le nouveau roman d'Agatha Christie, Death Comes at the End, et il est vraiment étonnamment novateur, avec son décor égyptien antique dans la maison de campagne d'un prêtre mortuaire qui met à rude épreuve sa famille déjà tendue, en ramenant chez lui une concubine ultra dure à vivre venue de Memphis. Résultat, une série de meurtres. Grâce à son équipement archéologique spécial, Madame Christie vous fait vous sentir aussi à l'aise sur le Nil en 1945 avant Jésus-Christ que si elle vous bombardait de faux indices dans un salon recouvert de chintz à Leamington Spa. Mais elle ne s'est pas contentée de changer de décor. Sa reconstitution est vivante et elle travaille très dur sur ses personnages. Mon admiration déjà insensée pour elle est encore plus grande. Ok. Il est amoureux, lui. Ouais. Il manque un peu de recul, peut-être. Il y a plus de, il y a plus trop de comment dire, d'objectivité. Je pense que c'est ça. Effectivement, moi, je souligne encore le travail de reconstitution historique et de mise en situation qui est vraiment très intéressant et très agréable.
Après, elle a beaucoup travaillé là-dessus, donc forcément, pour l'intrigue, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais. On va maintenant parler des adaptations. Oui, tout à fait. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, La mort n'est pas une fin est un des seuls romans que de Christie qui n'ait pas été adapté ni à la radio ni à l'écran. Alors, il y avait un projet d'adaptation par la BBC qui devait sortir en 2019-2020. Bizarrement, il n'est pas sorti. Ouais. Nous n'avons trouvé qu'une bande dessinée parue en 2023 aux éditions Paquet avec Emmanuel Despujol au dessin et Isabelle Bottier au scénario. D'après une critique par Johan Vergerot sur le site, ou Johan peut-être, sur le site BD Geste, c'est une adaptation plutôt fidèle du roman, avec une représentation fidèle de l'architecture égyptienne et un certain réalisme dans les personnages pour mieux faire ressortir leurs émotions et caractères. Bon, on a découvert son existence hier soir, donc ça faisait un peu court pour le lire. J'ai pu voir une ou deux planches extraites de la bande dessinée. Effectivement, les décors sont sublimes. C'est vraiment magnifique. Par contre, la tête des personnages, j'aime pas trop le style de dessin des personnages, mais après c'est un avis complètement personnel, quoi. Je peux pas donner mon avis sur la fidélité à l'œuvre. Les 2 ou 3 pages que j'ai pu lire, oui, ça me fait vraiment penser. En lisant une case, j'arrive à resituer dans le roman où ça se passe. Maintenant, j'en sais pas plus. Eh bien. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est un épisode du coup qui sera d'autant plus court. D'une part parce que nous n'avons pas d'invité, et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'adaptation. Donc, ouais. Là, ça va être difficile. Hein, on va pas refaire des rubriques exprès pour le. On refait un quiz. Allez, c'est parti. On fait un quiz avec 70 questions pour être sûr que t'as bien tout compris. Non, on va s'arrêter là avec un épisode un peu plus court qu'à l'accoutumée. Merci Greg de m'avoir tenu compagnie. Écoute, c'est un plaisir. Hein, on pourra se réinviter à l'occasion. Hein. Voilà, quand tu veux. Donc on va remercier personne. Voilà, on va quand même faire et saluer Juliette encore. Hein. Voilà. Et comme d'habitude, ceci dit, chers auditeurs, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux ou sur le Discord Podcut pour nous donner votre avis sur ce roman et ses adaptations. Et puis sur le quiz. Oui, tu veux savoir si le quiz a plu? Non, de toute façon, même si ça plaît pas, si on en refera. On le fera quand même. Quand vous nous inonderez de pognon, vous pourrez peut-être trouver à redire sur les rubriques et on vous écoutera. D'ici là, méfiez-vous des contrefaçons. On fait comme qu'on veut. Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de Podcut. Agatha Christie est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter ou X et Blue Sky @Agatha Christie, sur Instagram @Agatha Christie également, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Christie. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, cela aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes. Et un gentil commentaire en même temps parce que ça fait toujours plaisir. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 27 août pour le prochain épisode qui portera sur le roman Meurtre au champagne. D'accord. Et Sparkling Cyanide en VO. Ok. Donc le cyanure pétillant. Parfait. Ça donne déjà une idée de ce qui se passe. C'est pour ça que je préférais le préciser. Meurtre au champagne un petit peu. Oui, mais là c'est encore comment elle meurt, quoi. Ouais. Où il meurt d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, donc. On verra bien. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances tout le monde. Et à très bientôt. À très bientôt. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.